Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Je suis aujourd'hui avec Dimitri. Salut Dimitri. Salut Victor. Alors j'ai hâte, si vous nous écoutez, on va parler de plein de choses. On va parler de sous-loc, comment on peut faire de la sous-loc sans être propriétaire. Et on va aussi parler des études et de ce que tu as pu faire. Parce qu'indirectement, on a quasiment le même début de parcours, donc je trouve ça fantastique. Je te remercie d'être là. Est-ce que tu peux commencer par nous dire d'où tu viens? C'était quoi ta jeunesse? Tu viens d'où? Tu viens de Lyon, je crois, non? C'est Ouais, ça? ouais, le parcours assez simple. Je viens de Lyon, enfin la banlieue lyonnaise, plutôt campagne dans le nord. J'ai fait un lycée privé et très tôt, je savais que je voulais faire une école de commerce. Enfin, je voulais faire du commerce pour faire de l'argent de base. Et du coup, j'avais pris bac ES parce que je trouvais ça plus logique que de faire un bac S aux grandes dames de mes parents. Et on m'a poussé vers la prépa par le plus grand des hasards. En fait, il y avait des interviews à l'école pour se préparer à des entretiens et tout. Et de base, je voulais faire une école proche de Lyon, post-bac. Et la personne qui m'interrogeait m'a dit: «Mais non, avec ton dossier et tout, tu devrais faire prépa et cetera». Donc bah, derrière, admission post-bac, prépa Sainte-Marie, pour ceux qui connaissent. 2 ans et après concours ESCP, donc arrivé à Paris en 2017. Master en management classique et là, du coup, une fois dans l'école, bah, on comprend que pour, enfin, gagner le plus d'argent possible et c'est un peu ce que je cherchais, c'était plus, la finance et derrière, plutôt, finance corporate donc M&A et j'ai orienté l'année de césure, donc les stages que je devais faire, là-dedans. J'ai fait de l'audit chez EY, pas fun du tout, je recommencerai pas. Après voilà, c'est un tremplin, c'est un métier où je pense qu'il y a des intérêts et cetera et après 6 mois de M&A chez HSBC. Il y a eu le covid, puis il y avait un plan et cetera, donc c'était pas la meilleure époque, pas la meilleure ambiance pour eux. Puis là, ils ont fermé les bureaux et après en fait, CACIB, CDI tout de suite après les études, après la dernière année où je me suis spécialisé en finance d'entreprise et après, bah, voilà, j'ai quitté, CACIB, ça fait 1 an maintenant. T'as quel âge aujourd'hui? 28 depuis, quelques jours. T'as 28. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire que tu voulais gagner de l'argent? Est-ce que tes parents, ils étaient plutôt modestes ou est-ce que d'où c'était venu En vrai, non, non, après je pense, on peut pas se plaindre, j'ai toujours eu ce que j'avais envie d'avoir quand j'étais petit, c'est plus l'envie d'avoir plus. Et j'en avais parlé à mes parents récemment parce que c'est des questions que tu te poses et même eux, ils me demandaient pourquoi et c'était plus en mode, bah, on n'est jamais allé à Disneyland là parce j'avais un frère et une sœur, donc ça coûtait trop cher d'emmener 5 enfin 3 enfants plus 2 parents, enfin 5 personnes à Disney depuis Lyon, entre les trains, les hôtels et tout. Mais après je suis pas à plaindre, hein, on a fait des vacances dans le sud, on a fait plein de trucs, on est allé en Russie, enfin voilà, mais j'avais envie cette envie de plus et je pense que plus tôt, j'avais aussi un peu plus cette envie du luxe, tu sais, Ferrari, grosse villa et cetera. Maintenant moins, j'aimerais bien une belle voiture. Ah, quand même, non. Ouais. Ford Mustang plutôt des années 70, mais plus de collection plutôt que sports car, tu vois? Et l'envie est venue de là et le commerce, c'est l'anecdote un peu fun, c'est je jouais à Dofus et ce que je préférais sur le jeu vidéo, c'était faire de l'argent, en fait, sur le jeu. C'était pas, monter en niveau et faire des combats, tu vois? C'était faire de l'argent, faire de l'économie et tout et je me suis dit: «Pourquoi pas essayer de faire ça dans la vie?» tu vois? J'adore. J'ai vraiment loupé Dofus, moi. Tu vois, il y en a plein que je connais qui étaient sur Dofus. Moi, j'ai vraiment pas. C'est juste après moi. Du coup, tu te retrouves. Les études, c'était plutôt simple pour toi, ça allait? Ouais, franchement, ouais, là-dessus, j'ai eu de la chance, facilité, enfin vraiment, 1/2 heure, le soir en rentrant pour faire les devoirs, toujours pas toujours 1er de la classe, mais quasiment. Il y avait un petit esprit de compétition en seconde avec un gars qui avait de meilleures notes que moi, mais c'était marrant, tu vois? Mais non, ouais, facile, prépa, coup dur parce que, c'est ce qu'on dit à tout le monde, en fait, qu'il y a des facilités avant, c'est, tu et on te met une tarte dans la figure parce que, bah, c'est plus du tout aussi simple, il y a des gens qui sont encore meilleurs que toi, mais je m'en suis assez bien sorti. Et dans ta famille, tout le monde était très études? Non, je suis le seul, justement, mon frère, lui, il a arrêté très tôt, il a fait plutôt une voie manuelle et c'est top d'ailleurs, bijouterie. Il est, joaillier, bijoutier maintenant. C'est lui qui a fait ma bague de fiançailles, pour ma fiancée, donc ça, c'est cool. Il est à Lyon ou Il est ici? à Lyon, ouais, Oh, ouais. dans un atelier à Lyon, ouais. Il vit à Croix-Rousse et franchement, il kiffe. Genre, il aime bien son taf, il est respecté, il fait des belles choses,
honnêtement, bah, c'est cool, tu vois? Il a commencé à 15 ans en alternance, là, ça s'appelle la SEPR à l'époque et c'est top et ma sœur, pareil, pas d'études, elle a repris là, super tard après les enfants, diplôme de compta, et elle est arrivée majeure de sa promo, sur le truc et elle, continue là-dedans. À quel âge? Ils ont quel âge? Alors ma sœur a 50 plus que moi, donc ça fait 33 ans cette année et mon frère 2 ans, il va avoir 30 ans. 30 ans. Ouais. Et tes parents, ils faisaient quoi? Ma mère, dans l'éducation, elle était à la prépa des Chartreux au début, OK. et après elle a enchaîné, elle a fait de l'EM, elle a fait Wall Street English, le groupe, et là, elle est en formation professionnelle et ça s'appelle je vais dire une bêtise, OK je ne et sais plus et mon beau-père, lui, photographe, alors il a commencé c'est marrant comme histoire, il a commencé lui, c'est vraiment, l'ancienne génération, c'est 40 ans dans la même boîte sans bouger, mais au début, il était dans les laboratoires, c'est le centre de recherche international contre le cancer à Lyon. Ils ont déménagé maintenant à Gerland et après ils ont fermé les laboratoires parce que tu avais plus le droit de faire les expérimentations et cetera. Ils lui ont dit: «Bah, soit, on te licencie, enfin avec un chèque, soit, tu te formes et autre chose» et il s'est formé à la photographie et du coup, il a été le photographe du centre et après à la fin de sa carrière, un peu reporter, il est parti, en Bolivie faire des reportages sur tout ce qui est cancer, prévention et cetera et là, il est à la retraite. et en fait, c'est marrant parce que tu parlais des écoles de commerce. Quand on pense à Lyon, on pense à l'EM Lyon. Ouais. Indirectement, heureusement que tu as pas fait l'EM Lyon Non. parce je sais pas ça a été acheté par un Ouais, au fonds, fond, ouais, ça a été acheté par un fonds. Ma mère, quand il y travaillait, bon, ouais, c'était pas enfin, ils ont eu des idées, mais c'était pas forcément les meilleures idées pour les étudiants, en fait. Et c'est vrai que dans les classements après, ça s'est un peu ressenti. Et de base, en plus, moi, le M Lyon, on voulait ça. Enfin, évidemment, on veut toujours HEC et cetera. Enfin, là, tu regardes que le classement. Mais c'est vrai que M Lyon, c'était pratique parce que c'était à côté, donc je vivais encore chez mes parents pour économiser et cetera. Donc ça aurait été, C'était vachement bien classé à l'époque. Ah non, peut-être ouais, que allez, c'était si, moi, à déjà l'époque, c'était 4e, hein. ouais, Moi, en vrai, tu avais EM avant EDEC et après, quand je suis rentré à l'ESCP, ça s'est inversé. oui, c'est ça et puis l'EM là, il a je sais même Bah, plus où après, c'est. je regarde même plus les classements, Ouais, mais je pense qu'ils sont quand même 5 ou 6, non? Je crois que tu as les qui est 4. je crois. Je pense que ça s'est vraiment Ah ouais? effondré. Ouais, ils ont je sais pas, ils ont changé la façon de faire et je crois qu'ils ont détruit, la valeur, Ouais. Du coup, tu te retrouves, tu fais, donc tu fais quoi? Tu fais 4 ans, 5 ans? 4 ans, bah, ouais, c'est ça, donc 4 ans parce qu'en fait, tu as 3 ans, donc tu as le pré-master qui est censé te rattraper par rapport aux admissions parallèles qui viennent juste en master, parce que tu as fait 2 ans de prépa. OK. Pré-master, c'est plein de cours généraux sur l'économie, les maths et cetera. Tu rattrapes aussi normalement, les gens qui ont fait un bac S, une prépa ECS, sur les maths. Finalement, ça m'est jamais servi Ouais, bah, ça ouais. et après donc tu fais ton master, tu as ton année de césure, tu peux ne pas en faire. Tu peux faire de l'alternance aussi, donc tu fais master 1, master 2 en alternance. Et après du coup, bah, césure, master 2, spécialisation. On en discutait juste avant, tu as dû emprunter, c'est ça? Pour Ouais, pouvoir faire tes, pour les études, moi, on manquait de rien, mais mes parents pouvaient pas payer l'école ni la vie à Paris. Donc j'ai fait un prêt chez LCL, de 60 000 €. Donc en 2017, l'école, elle coûtait à mon époque, et ce que je trouve terrible aujourd'hui, ouais, les 3 ans, c'était, 47 300 € de mémoire. OK. Sachant que l'année de césure, ils te prennent les frais d'inscription, donc c'est encore 1 000 € et après bon, bah, voilà, faut acheter un peu de matériel et cetera, mais pas grand-chose et le restant, en fait, ça m'a servi à payer le loyer puisqu'au bout d'un moment, mes parents ne pouvaient plus suivre, heu et aussi, bah, voilà, un ordinateur portable et cetera et du coup, c'est un prêt que j'ai fait pendant 5 ans, tu rembourses pas. Donc c'est bien parce qu'en fait, tu as 1 an post-études où tu es censé être en CDI, ce qui était moi le cas, où tu payes pas et après, bah, pendant 5 ans, donc je paye jusqu'en 2028. Heu et ça fait des traites à 1 060 € par mois. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait de la finance, en vrai, parce qu'en voyant quand tu regardes les loyers à Paris, si tu veux un appart correct, un T2, bah, moi c'est ce qu'on a, c'est, 45 m², c'est 1 550 €. Tu veux manger, aller au resto et tout, bah, tu es vite à 2 500 plus, 1 000 € de prêt étudiant, bah, tu es à 3 500 € par mois. C'est ça parce que j'ai regardé rapidement ton LinkedIn. Tu avais aussi commencé un peu par faire du market à un moment, je crois que tu avais fait un premier stage en marketing? De base, avant d'aller à l'ESCP, enfin non, en allant à l'ESCP, la première année, je voulais faire du marketing et parce que j'aimais bien, la pub, la com, essayer d'envoyer des messages, faire vendre un produit et je sais pas, je ça c'était un peu le seul métier que je comprenais, que je connaissais parce que de ma famille, personne n'avait fait de finance, je connaissais personne qui faisait vraiment de la finance, au sens large, que ce soit de l'asset management, que ce soit du private equity ou de la fusion-acquisition. Et puis finalement, je me suis dirigé vers le M&A comme je disais assez rapidement parce qu'en vrai, c'était pour le salaire à l'entrée. Parce qu'en sortie d'école, moi j'ai commencé à 60 000 fixe. Après les salaires ont été revalorisés, j'ai eu de la chance. La première année où je suis arrivé, ça a été revalorisé 2 fois de 5 000. Donc en fait, en un an, je suis passé de 60 000 à 70.
Ouais, parce qu'il y a eu inflation, c'est ça? Même ouais et puis tu avais aussi, c'était ce moment où il y avait une lettre des juniors de Ouais. Goldman ou JP à New York, à Londres, qui avait fait, pas mal de débats et en fait, on était à la traîne chez Crédit Agricole par rapport aux autres banques, BNP, SOG, les concurrents de la place parisienne, sur les fixes et du coup, bah, il fallait quand même s'aligner puisqu'après les gens finalement ils partaient, ils ont eu une grosse vague de démissions en fait quand on est arrivé et parce que les gens partaient ailleurs pour, le même enfin un salaire plus important, quoi. Ça a toujours été, Cassib, ça a toujours été un peu l'école des, parce que moi, enfin tous mes potes qui étaient, chez Cassib avec moi, Mmh. ils partaient, bah, du coup, ils partaient chez Goldman pour le coup. Ils Ouais. partaient, HSBC, ils partaient Rothschild, enfin ils se faisaient former, même Lazare, hein. Ouais, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui sont partis chez Lazare plus tard. Bah, nous, un peu moins là, tu vois? Mais honnêtement, ouais, c'est ce que disait Armelle, je pense que tu te souviens Je vois très bien, ouais. et c'est ce qu'elle disait, elle disait: «C'est dommage parce qu'en fait, on nous forme hyper bien, on fait de plus en plus d'infra et on en faisait de plus en plus» et c'est vrai que, bah, tu très bien formé, et c'est ce que disaient les autres banques quand les gens allaient chez eux. Ils disaient: «Bah, ouais, en fait, on vous pique les vôtres parce que, bah, ils sont bien formés, ils savent faire les choses, quoi». C'est Hermel qui t'a formé? Un petit peu, j'étais pas son vrai poulain, mais un petit peu, ouais. Un petit peu? Ouais, j'étais son poulain à l'époque parce que du coup, il y avait un peu de, parce que maintenant je sais pas ce qu'elle est, Elle est partie, elle est partie? chez ouais, ouais, elle est partie une année avant moi, OK. donc en 2022 si oh non 23. Parce que elle s'était accrochée elle, hein? Ouais, elle était directeur. Elle était directeur? Ouais, Elle est montée jusqu'à elle directeur? montait jusqu'à directeur et elle est partie, pour prendre un poste partner et j'ai oublié, c'est Go Green, il me semble, si je dis pas de bêtises. Genre un fonds, Non, c'est du M&A mais plus, ouais, orienté infra renouvelable, il me semble. c'est marrant et toi, tu as été spécialisé? Parce qu'en gros, en M&A, souvent, tu as un pool global. Moi, j'étais Ouais. là-dedans et après tu as des, spécialisations genre, Ouais, tu as des sectorielles. sectorisations, ouais, c'est ça. Ouais. Non, moi j'ai toujours voulu rester généraliste parce que j'aimais bien justement pouvoir toucher à tout. J'ai fait autant, du food, des pâtes, un deal Panzani qui avait échoué, mais qui est parti chez CVC. J'ai fait du rail, j'ai fait du transport, du bateau, enfin de l'éolien et du gaming. Je me suis spécialisé en gaming, mais pas forcément, j'étais pas en TMT dans le secteur télécom, mais c'est vrai que je me mettais toujours sur tous les petits pitchs et les deals, gaming, parce que j'adore ça. Alors à mon époque, c'était assez marrant parce que ceux qui étaient, tu vois, dans le pool global, finalement, travaillaient beaucoup plus que les sectorisés et alors toi, je sais pas si c'était ça et en fait, les sectorisés, nous, il y avait, je me rappelle, il y avait mes potes qui étaient en oil and gas, tu vois? Mmh. Et en fait, c'était un peu relax et tout et de temps en temps, on se chopait un dossier oil and gas et en fait, trop bizarre, c'est pas eux qui récupéraient le dossier, enfin, ils récupéraient, ils bossaient Mmh. dessus, si tu veux, mais ils nous renvoyaient, ils nous cherchaient dans le pool, tu vois? Et moi, ils venaient me mettre dans les trucs, sectorisés pour, tu Ah sais, ouais, un ouais. peu, Bah, après oil and gas, là, il y a que des, enfin, je crois, il y a un junior entre guillemets, un asso, mais sinon c'est, VP et puis, MD ou D, tu vois? Mais, ouais, il y avait ils ont changé parce qu'il y avait un secteur, c'était metals and minings. oui. Il y avait pas de Genre. pas grand-chose. Moi, on a failli faire des trucs qui étaient stylés en vrai, avec l'Allemagne notamment, mais ça a jamais rien donné et en fait, ils ont supprimé le secteur et ils l'ont inclus dans enfin, ils ont fait toute une restructuration des secteurs. Pour ceux qui savent pas, ton taf, c'était de prendre des dossiers, d'identifier des opportunités, sur des deals, c'est Ouais, ça? en gros, tu as 3 moi je vois, il y a 3 pans, dans le M&A. Tu as la partie pitch, c'est vraiment la partie, commerciale où tu vas chercher des clients. Donc tu leur pitches une idée, donc tu leur dis: «Bah, je te conseille de vendre ta boîte, prends-moi en conseil» ou «Je te conseille d'acheter machin, prends-nous en conseil». Donc ça, c'est vraiment pour avoir un client qui te signe un mandat et derrière, bah, si tu fais le deal, tu gagnes tes fees, sinon tu es pas payé, c'est ça qui est marrant et même si tu travailles beaucoup et sinon soit tu es mandaté, donc tu es mandaté soit à l'achat, donc c'est pas les mêmes process, c'est ou tu es mandaté à la vente. Et en gros, quand tu es mandaté à l'achat, bah, ton but, voilà, c'est de défendre de faire baisser le prix, de regarder que tout se passe bien. Tu coordonnes aussi avec toutes les équipes, les avocats, les auditeurs, tous ces gens-là. Tu coordonnes le process et quand tu es mandaté à la vente, bah, là, c'est pareil, c'est pour vendre la société, donc tu trouves les acheteurs, tu fais de la data room, enfin, il y a plein de trucs, différents et selon les grades, tu fais plus ou moins de choses. Forcément, quand tu es analyste, tu vas faire les petites tâches, on va dire, les petites choses. Quand tu es asso, tu es censé faire tout ce qui est modeling, valorisation financière et cetera. MVP, c'est process. D, c'est plutôt toi le maître de la relation client et MD, c'est plutôt toi l'originateur qui va chercher les deals, qui connaît le client, qui a un carnet d'adresses et qui fait des dîners, des déj, des présentations et cetera. Tu vois, moi, le M&A, en fait, moi, j'ai eu plusieurs déclics. Au début, j'étais là, OK, je veux être trader, tu vois? J'avais Ouais. réussi à être assistant trader. Je me suis dit: «Mais jamais je peux faire ça dans ma vie, c'est horrible». Je me suis dit: «OK, je veux faire des maths et je veux être Kant», tu vois? Je vais aux US, je commence un doctorat, je me dis: «Putain, c'est pas mon truc, faut que je me barre». Après, mon beau-frère me dit: «Tiens, regarde, le M&A, c'est pas mal, ce serait peut-être pour toi». Je fais du M&A, je me dis: «Merde, c'est pas mon truc» et c'est l'origine du bouquin, tu vois? Alors, Ouais. toi, c'était pas le même endroit. Toi, c'était à Montrouge, je crois? Ouais, moi, c'est Montrouge. Bon, moi, j'étais à La Défense, tu vois, à l'époque. OK. Je suis repassé devant le bâtiment avec, des journalistes l'autre jour et le bâtiment, en fait, est devenu totalement autre chose et d'ailleurs, ça a été abandonné, l'endroit de La Défense où OK. c'était. Trop bizarre Ouais. et hem et
là, j'ai eu le déclic en me disant, je regardais justement les directeurs et en fait, il s'avérait que certains directeurs, c'était les pères de certaines de mes potes Ouais, et en fait, ils arrivaient et je me rendais compte qu'ils venaient pas du tout alors soit ils venaient de, entre guillemets, «banques plus prestigieuses», soit ils venaient d'autre part. Ils venaient du secteur, tu vois? Ils ouais, étaient influents dans un secteur ouais. et très vite, j'ai compris alors pas il y a quelques jeunes quand même. Moi, il y a quelques jeunes en tant que directeur et même MD, c'est Ouais, un peu bizarre. c'est assez jeune. Enfin, directeur, c'est assez jeune. Ouais. MD, ça dépend. Tu as et jeune et plutôt, enfin, je vais pas dire vieux, mais 50, ouais, là, 50. 55, ouais, 55. Et là, ce que je me suis dit, c'est à ce moment-là, je me suis dit: «OK, en fait, le MNS, c'est pas pour moi, faut que je trouve autre chose». Ouais. Toi, tu as quitté, Mmh. Pour tu une toute autre histoire. toute votre histoire, mais alors pourquoi tu as quitté du coup? Bah, en vrai, pour refaire un peu cette histoire, je sais pas pourquoi ni comment, mais enfin si, je sais pourquoi et comment, mais en fait, on allait dans un bar très souvent avec mon meilleur pote qui s'appelle Player One. Franchement, si tu connais, Bravo, ouais. à Saint-Denis, Strasbourg-Saint-Denis et c'était un bar gaming, qui a fermé malheureusement. En fait, le propriétaire, il a pas reconduit le bail, donc ils ont dû fermer alors qu'il faisait, enfin, c'était très cool et on trouvait l'endroit sympa et en fait, on y allait souvent, les mecs étaient cool et tout et je sais pas, dans ma tête, petit à petit, au bout d'1 an de chez Cassib, je savais déjà que je faisais pas carrière tout court dans le M&A. Pour moi, c'était pour, Mmh. avancer. Bah, les horaires, le rythme de vie, équilibre vie pro, vie perso, après moi ça, j'avais de la chance. Déjà chez Crédit Agricole, on avait de la chance sur le rythme par rapport à pas mal d'autres banques et ça, c'était assez connu sur la place. On faisait des deals et tout, mais il y avait une bonne gestion avec nos MD et cetera sur, et puis enfin le management directement, sur le rythme de vie, sur, les congés et cetera donc et tu avais des périodes où tu pouvais souffler. Tu pouvais prendre cher pendant 3 mois, derrière tu pouvais quand même souffler un peu. Ça permet de recharger les batteries et de réenchaîner derrière. C'est quoi, enfin, souffrir un peu, c'était quoi? Bah, après, il y en a enfin, en vrai, quand tu finis, tous les soirs, pendant des semaines entières d'affilée, moi, c'était mon premier deal, c'était Panzani et c'est parti chez CVC, donc c'est public, hein. C'était le tout premier on m'a mis dessus. Tous les soirs, c'était 2 heures du mat, je me levais c'était en plus Covid, donc tu pas au bureau. Moi, j'étais dans un 20 m². J'avais mon bureau avec, bah, mon écran et mon ordi, de bureau, quoi et en fait, je me levais le matin à 8 heures, je regardais les mails et j'avais déjà des mails et j'enchaînais et jusqu'à minuit, 2 heures, tout seul, en fait, dans mon 20 m². Je sortais de temps en temps et encore. Tu avais ta copine ou pas? Non, tu Non, j'étais tout seul à l'époque. alors tout seul, en plus tu Ouais, faisais du M&A? ouais. Après, j'ai jamais été, enfin, ça m'a pas dérangé, tu vois? Les confinements et tout, moi, j'ai bien kiffé. Mmh. Le confinement à Paris, j'avais pas eu de soucis, j'étais pareil dans le même 20 m², ça s'est très bien passé, donc là-dessus, ça allait. Après, c'est plus, sur le côté où, en fait, tu te lèves, tu manges, enfin, devant ton bureau, tu fais pas de pause, enfin, on te met la pression. En plus, moi, je venais de commencer le job, donc tu sais pas faire grand-chose. Il y a plein de trucs que tu connais pas et cetera et puis les mecs, derrière, c'est un fonds d'investissement londonien, ils attendent avec une équipe et tout, ils attendent que tu t'envoies, quoi. Et puis bon, le gars qui était en charge du dossier était un peu enfin, est toujours un peu bourru. Non, je vais pas le dire. Ah ouais, non, on dit pas. De toute façon, voilà. Et du coup, en fait, c'est ouais, sur vraiment l'équilibre vie pro, vie perso, parce que, il y a un moment où c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais, en fait, tu pouvais pas le dépenser. Après, c'est bien parce que ça m'a permis de mettre de côté, de faire des économies. J'ai acheté un appart, on en discutera après. Mais malgré tout, c'est pas un truc que je voulais faire, quoi, Après, il y a un dans la truc, durée. tu vois, moi, il y a un truc que je retiens du M&A, c'est, ce que donc ce rythme, en fait, de 8 heures. Alors moi, c'était plutôt 9 heures, 9h30, tu vois? Genre, et souvent, ouais, 2 heures du matin quand même, ça dépend des dossiers que tu as et tout. Et en fait, quand tu es avec des gens qui ont la même hygiène de vie autour de toi, en fait, il faut quand même se dire, on est sur un desk. Alors moi, c'était pas le même endroit, mais on est sur un desk. Nous, on était, je sais pas, peut-être une quinzaine, tu vois, sur un Ouais. bureau. Et en fait, vu que tout le monde vient à 9 heures, 9h30, et tout le monde part, alors ça dépend à quelle heure, mais il y Ouais. a encore des mecs qui sont là à minuit, 2 heures, bah en fait, ça devient ton rythme et ça devient naturel. Oui, et puis tu côtoies en soi, moi tous mes potes de l'ESP que j'ai gardés, c'était, des gens qui font du M&A. Parce qu'en fait de base, tu discutes beaucoup avec eux, parce que, bah, tu veux faire les mêmes stages, donc tu te refiles les tips et puis enfin, en fait, tu dis un peu, tu sors et tout et en fait, tu vis qu'avec des gens qui font du M&A. Tu repars avec des gens, les verres que tu fais, bah, c'est des verres d'équipe parce qu'en soi, sinon tu pas trop le temps de sortir et après le week-end, bah, moi je restais plutôt tranquille. Ouais, de toute façon, tu es fatigué. Ouais, généralement, tu dors les week-ends. Ou alors il y a des après moi j'ai eu de la chance, j'ai pas beaucoup bossé les week-ends et les vacances. Ça j'arrivais à enfin j'ai pas eu des dossiers qui m'ont forcé à bosser et après derrière, comme je savais que je voulais pas faire carré et tout, j'avoue que j'étais pas le gars qui voulait, aller le plus loin, là-dedans, quoi. Après, il y a tout un truc, mais alors, moi, dans ceux que je connais du MNS, c'est pas forcément ça, mais j'en discutais ce matin avec un autre gars de l'ESCP d'ailleurs, et décidément en ce moment. Et le mec, il me disait que lui, il avait beaucoup de potes en ce moment en Mmh. M&A, plutôt dans d'autres banques plutôt anglo-saxonnes, et qu'il y avait quand même le délire un peu drogue, un peu tout ça. Ah ouais?
Mais dans ceux que nous, on En vrai, avait, pas pareil, trop. moi, hein. Bah, même, moi, je te vois à la BNP ou Séchauger, ou Rothschild ou Lazare, pas trop. Ouais, je sais pas. Cassib, en fait, je pense que c'est comme partout pareil, tu as toujours des rumeurs: «Ouais, lui, il prend de la Ouais, coke et tout», mais après, honnêtement, moi, j'ai jamais eu l'impression et puis, j'en ai jamais vu tout court, quoi. ouais, Sur les 3 ans que j'ai fait, et puis c'était ouais, Cassim, non, l'équipe, pas du tout les personnages à ça. Enfin, honnêtement, moi, là où c'est vrai. j'étais, je trouve Ouais. pas. Ouais, il y avait juste un mec, je donnerai pas le nom, mais le soir, à partir de, je sais pas, minuit, il commençait à fumer à son bureau, tu vois? Ah, Et alors que et ça, franchement, tu sais, tu te baladais dans les couloirs et tu étais là: «Non, il y a attends, c'est pas possible». ouais, ouais, je sais qu'il y en a qui Tu vois? faisaient ça à l'époque et que genre c'était assez toléré parce qu'en fait, bah, tu restes là tard et bon, bah, voilà, enfin Ouais, mais tu es quand même, tu vois, ouais, tu non, vois, tu mais la ouais. prime, tu le truc, mais bon, tu ça. Non, non, mais en vrai, c'était, je pense que c'est une bonne banque et j'en ai vu beaucoup, donc s'il y en a qui hésitent à y aller, franchement, Ouais, ça reste un bon truc. ça reste un bon truc, Ouais. faut toujours en fait, ce qu'il faut faire, c'est appeler, les juniors, enfin, quand vous postulez quand vous êtes junior, faut aussi appeler des stagiaires. Les stagiaires, c'est bien parce qu'ils voient l'autre côté. Ils voient, ils ont un autre regard. En fait, ils sont là, enfin, sauf ceux en fin d'études qui veulent se donner et qui sont là. Mais il y en a, ils sont de «passage» entre guillemets, c'est leur deuxième stage, ils vont essayer de choper mieux, tu vois? C'est un peu ce que tu fais en école, tu fais les concours pour avoir HEC, tu prends Cassib pour essayer d'avoir Rothschild, Lazare, quand tu veux vraiment grind et tout. Mmh. Ça peut être intéressant d'avoir leur vision des choses sur l'ambiance et cetera. Du coup, toi, tu t'es dit: «C'est bon, moi, c'est à peu près la même chose». J'étais persuadé que c'était pas pour moi le MLM et que je voulais quand même jouer le game et en fait, on n'avait pas le choix. Moi, j'étais exactement comme toi. C'est là, si tu veux gagner ta vie, Ouais, bah, tu c'est veux ça. gagner ta vie, tu pas Bah, tu pas 36 000 solutions, en sortant d'école. Moi, j'ai vite compris que le marketing, dont on parlait au début, tu vois? C'était pas déjà, c'était bouché. Et puis derrière, c'est pas non plus, enfin, moi, c'était surtout pour le prêt étudiant, les 1 060 € par mois. Je te dis, tu vois? C'est pour ça que je suis resté dans mon 20 carrés pendant longtemps qui me coûtait 800. 6e étage sans ascenseur. Mais derrière, ouais, c'était pour mettre le plus possible de côté et après, bah, j'ai toujours la dette parce que genre, j'avais pas envie de rembourser par anticipation. Là, j'ai peut-être changé d'avis, on en discutait, pour avant d'aller au Japon. Mais ouais, donc c'est pour ça que j'ai fait ce métier et après 3 ans, bah, j'avais cette idée de bar qui a germé au bout d'1 an et pendant 2 ans, elle a continué de germer et d'aller beaucoup plus loin et puis j'ai voulu me lancer et puis bon, finalement, ça a pas marché. J'ai pas obtenu le crédit, pour acheter le bar que je voulais, que j'avais signé et cetera et en voyant, que même à un prix dérisoire, enfin de base, le truc était à 240. Le vendeur, au bout d'un moment, il était étranglé, il m'a dit: «Pour 140, je te le lâche». Moi, j'avais déjà fait la formation permis d'exploitation pour avoir la licence 4, tout était bon et tout, mais aucune banque voulait me prêter pour 140 000 trop et bizarre. j'avais 110 000 sur la table en liquide. Enfin en liquide, en equity, quoi. C'est bizarre quand même. Ouais et en fait, En vrai. en vrai, ouais et En en vrai, c'est fait, c'était chelou. même le parce que je suis passé par une agence, Ouais. qui trouve enfin, en fait, toutes les annonces quasiment, tu as très peu d'annonces en direct, contrairement à l'immobilier, Mmh. je trouve, de ma petite expérience et l'agence, même le directeur d'agence m'a appelé, il m'a dit: «Mais en fait, là, j'ai compris, vous aurez jamais de crédit». Parce que le bar, le gars, il avait que des bilans négatifs, il avait géré ça Ouais. n'importe comment, il s'était mangé le covid. OK, ouais. Mais il est jamais allé lui-même dans le bar. En fait, Mmh. il l'avait acheté avec plein de potes et ils avaient fait un montage et derrière, bah, il l'a jamais vraiment bien géré, il s'en est jamais occupé. L'emplacement était sympa, c'était boulevard Richard Lenoir, d'ailleurs ça a été racheté, ça va devenir une pizzeria. Bon, dommage et en plus, moi, l'autre point, c'est que j'ai fait que de la finance. J'ai pas Mmh. fait brasseur, j'ai pas fait, même dans mes petites expériences, enfin, j'ai fait du McDo, du Leclerc, tu vois? Mais pas de restauration. Donc les banques, elles ont vu de red flag et elles ont dit: «Non». Après pour moi, ça s'obtient toujours des financements en vrai, on peut toujours, mais et après, c'était une période où il y a quand même eu le covid. Je pense que le nombre de faillites dans le coin. Bah, en fait, ils ont fait que ça, de donner des financements à des bars avant et ils ont vu que, bah, tout s'est écroulé et derrière ils ont dit: «Bah, on finance plus ce secteur», en fait. C'était vraiment le secteur où, on n'avait pas envie de te faire des crédits. Moi, les taux qu'ils me proposaient, c'était 6% sur 7 ans à chaque fois, Ouais, mais à c'est peu pas près. ouais, ça m'étonne pas. Alors généralement, les taux de LBO, Ouais, c'est, tu fais du, enfin, en tout cas, s'ils voient ça comme un taux de LBO, tu fais du crédit 20 ans, tu rajoutes 2. Mais j'ai compris grosso modo, ça arrive à ça, parce que tu sais, ça va être un truc de sur le rebord ouais. et en fait, ça revient à un truc à peu près comme ça. Le l'enjeu, là, à un moment, tu t'es dit: «Tiens, je veux» donc ça marche pas et tu te dis: «Je vais faire de l'IMO pour gagner un peu de thunes», c'est ça? Bah, en fait, ouais, il y avait ça qui marchait pas et moment un peu difficile en vrai parce que tu vois, ça faisait 2 ans que je préparais le projet, j'avais, engagé pas mal de dépenses, j'avais tout prévu et au-delà de ça, j'avais commencé le développement d'une application pour le bar et cetera. Donc tout tombe un peu à l'eau et puis j'avais déjà quitté le taf en fait. Donc tu es là, tu te dis: «Bon, il faut que je trouve quelque chose, pour avancer» et je tombe sur la sous-location, sur Instagram. Pareil, j'avais un gars que je suivais depuis un moment, Antoine Proust
Et je me dis: «Bon, bah, vas-y, on va tenter le coup, on va discuter avec lui, on va prendre sa formation», tu vois? Intéressant et tout et je me dis: «Bon, bah, OK, je vais me lancer là-dedans» j'arrive, donc je fais mes recherches sort du hasard, donc il y en a un qui accepte, enfin, assez rapidement, tu fais tes recherches sur Le Bon Coin et tout, je dis: Comment tu choisis? Donc, «Ouais». c'est quoi la sous-location déjà? En gros, la sous-location, c'est, il y a pas mal de gens, enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression, après moi, c'est parce que je pense que je suis dans le cercle et tout, Ouais. mais c'est de plus en plus, mainstream, on va dire. Il y a plein de gens qui en font, j'ai l'impression. C'est que, bah, tu loues un appartement ou plusieurs appartements, donc tu es locataire, donc tu payes un loyer tous les mois avec charge. Ce qu'il y a dans les charges, bah, c'est à la discrétion du propriétaire, est-ce qu'il le met dedans ou pas? Et derrière, toi, tu as le droit de le mettre sur les plateformes de location courte durée, que ce soit Airbnb, Booking, Abritel ou autre, pour des séjours inférieurs à 90 jours consécutifs. C'est parfaitement légal. Tu as un contrat, enfin moi j'ai un contrat spécifique, Ça ressemble à quoi ce contrat? ça ressemble à un bail en fait, Mmh. mais c'est pas un bail, c'est entre le bail commercial et le bail d'habitation. C'est à la fois le propriétaire, il est protégé comme dans un bail commercial, c'est-à-dire si tu payes pas, c'est ciao, tu es viré au bout d'un mois. Oui, en un mois, voilà. Ouais, on n'en parle pas. Mmh. Il y a une caution comme dans un bail d'habitation, tu as une caution d'un mois du loyer hors charge et cetera derrière, bon, bah, tu as les mêmes conditions, enfin, tu décris le bien, tu dis ce qu'il y a, les pièces, tu peux faire un inventaire, généralement, bah, tu vas faire du meublé et je sais qu'il y a des gens qui font de la sous-location en non meublé. Donc ils prennent non meublé, ils investissent pour meubler entièrement le truc et tout, mais ils s'arrangent là, pour le coup, pour avoir des baux qui durent, 3 ans. Parce que en fait, tu mets un gros investissement de départ mobilier et tout, donc l'intérêt pour eux, c'est de garder le bien au moins en gestion pendant 3 ans. Mais après, je sais pas, tu jamais à l'abri que le propriétaire, je sais pas, il a un problème, il a besoin de vendre et il y a des clauses toujours exceptionnelles, un décès, il a besoin de remettre dedans quelqu'un. Donc c'est moi, je le tenterai pas en non meublé. Ouais, l'objectif du coup quand tu fais de la sous-loc, c'est de trouver un endroit où tu peux louer des apparts pas Ouais, trop cher et réussir à les louer fois 2 fois 3 ouais, c'est ça. En gros, tu es en sur Airbnb, plateforme quoi. d'image, ouais, en Airbnb et l'objectif, c'est alors, il y a déjà toutes les villes, il y a plein de villes que tu coches qui peuvent où c'est pas possible d'en faire. Tu as toutes les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lille, Lyon autour de l'Île-de-France, donc tu as Versailles, par exemple, que j'ai en tête, où en fait, tu es limité, tu as la loi, tu plus, tu sais, pas plus de 120 jours, pas plus de 90 jours de location, donc ça sert à rien. Tu vas pas louer un appart pour le mettre que 120 jours par an, même si tu pourrais te gaver, à Paris. Donc déjà, tu élimines pas mal de villes et ensuite, il y a des villes où on te demande un changement d'usage. Moi, à 3 c'est le cas, mais c'est juste un papier à la mairie, donc tu as un numéro d'enregistrement, ça, tout le monde en a sur Airbnb. Mais en plus de ça, ton propriétaire doit signer une déclaration de changement d'usage où il dit que le bail, enfin, le bien immobilier qui était à usage d'habitation va être à usage commercial. Parce qu'en fait, c'est une activité commerciale, la sous-location. Et du coup, bah, tu fais un changement d'usage, c'est juste un papier, c'est signé à la mairie, voilà, tout est déclaré. Mais il y a des villes où c'est plus Voilà. chiant et tu dois compenser financièrement le fait que tu retires du marché, si je dis pas de bêtises, un bien immobilier qui était à usage d'habitation et qui devient un usage commercial. Comment tu as su ça pour, 3? Parce qu'il y a des villes par exemple, faire un changement d'usage à Paris, laisser tomber, quoi. Non, Pareil à Ivry-sur-Seine, laisser tomber, mais c'est dans l'autre sens. Donc en fait, Paris pour convertir de l'habitation en local commercial, commercial, c'est impossible. impossible. À Ivry-sur-Seine, c'est impossible dans l'autre sens. Ah, de faire du commercial en habitation? Exactement, C'est parce dommage qu'ils ça. veulent garder les boîtes. OK. Est-ce qu'on peut faire plus de taxes sur les boîtes? Bah, ouais. Et du coup, ils veulent, du coup, c'est l'opposé. Donc, faut faire Ouais. attention, c'est pas forcément dans un seul sens. Ouais, alors ça, ouais, après nous, enfin, moi, je sais que quand tu fais tes recherches, tu regardes que les appartements déjà enfin, les déjà à usage d'habitation. Mais tu pourrais te dire: «Mais là, on sort de la sous-location». Enfin, je sais pas si tu aurais le droit de sous-louer un local commercial et d'en faire du Airbnb. Je suis pas sûr. Ça dépend de, en fait, ça dépend des endroits. OK. À Paris, c'est interdit. Au début, c'était Ouais. un peu la technique. Tu prenais un Ouais, local c'est ce que commercial. ouais. Ça, J'ai j'avais vu. Aujourd'hui, non. En fait, il y a des, destinations, des sous-destinations et là, aujourd'hui, ils ont quasiment Ouais. plus coté. Par contre, là, par exemple, toi, demain, tu recommences, là. Parce que là, tu as un retour d'expérience là-dessus. Tu en as fait 3, c'est ça? Ouais, j'en ai 3. Alors, pour expliquer rapidement, j'ai eu de la chance. Le propriétaire, que je vais voir à 3. Pourquoi j'ai choisi 3? Déjà parce que moi, c'était, 2 heures de voiture, autour de chez moi. Donc tu pas beaucoup de villes qui proposent ça et après derrière, bah, dans les villes, où il y a ça, tu fais ta recherche. C'est sur Le Bon Coin, le plus simple, parce que tu passes en direct propriétaire. Se loger aussi quand il y a pas d'agence. Les agences, en général, te disent: «Ah non, on connaît pas, on comprend pas». Il y a très peu d'agences qui comprennent. Après, quand on a 10-15 en gestion, les agences, tu peux leur dire: «Bah, voilà, j'ai un portefeuille, en vrai, ça pourrait intéresser votre propriétaire». Il y en a qui sont smart et qui font passer le contact. Il y en a, ils veulent pas comprendre et après, en fait, tu regardes les villes, il y a 2 choses, tu peux regarder AirDNA, donc tu as pas mal d'outils qui sont comme AirDNA qui te donnent le taux d'occupation, le prix moyen la nuitée. Même en version gratuite, ça peut te donner une indication, ce qui est plutôt pas mal. Mais derrière, tu as aussi Airbnb qui a sorti son propre outil et c'est pas mal. Tu peux voir, tu mets ton appart, tu dis c'est un T2, enfin tu dis le nombre de voyageurs et tu regardes, ils te mettent un prix moyen à la nuitée et en vrai avec le recul, on a regardé même avec les gens du groupe WhatsApp, de mon groupe WhatsApp qui font de la sous-loc aussi.
sur pas mal de villes, ils se plantent pas. Donc tu peux assez estimer assez facilement, tes revenus, selon ton appart. Et derrière, ce que tu vas regarder aussi, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'apparts sur Leboncoin et Se Loger qui sont en ligne? Parce qu'en fait, si tu trouves pas d'appart dans la ville, ça sert à rien. Il y a des villes qui vont être top pour faire du Airbnb, mais si tu trouves pas un seul appart à louer, bah, c'est pas la peine. Donc déjà, tu élimines toutes les villes où tu as une annonce par semaine qui pop, parce que ça sert à rien, tu arriveras jamais à l'avoir. Genre où? T'as Je des sais plus, mais je crois il y avait des villes que je trouvais intéressantes. Donc tu avais Sens, j'avais regardé Compiègne, mais pareil, il y avait pas tant d'annonces que ça et puis il y avait tellement de trucs étudiants, ils lookaient des étudiants. Il y avait Beauvais aussi, mais je trouvais ça un peu loin et j'étais pas sûr. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur le secteur de Beauvais. Les secteurs qui étaient vraiment intéressants et qui étaient ressortis pour moi, c'était Amiens, mais j'avais déjà acheté un appart, donc on en reviendra après. Il y a Troyes, du coup, qui était pas très loin, c'est 2 heures de voiture et il y avait, Chartres. Mais Chartres, pour le coup, c'est top pour faire du Airbnb, enfin moi de ce que j'ai regardé et j'ai discuté avec une dame qui fait du Airbnb aussi, mais elle, atypique, on pourra en rediscuter, sur 3 et elle a investi à Chartres parce qu'elle a regardé tout le marché. Elle a dit: «C'est top en vrai, tu peux acheter pas si cher que ça». Pareil sur les loyers et derrière, il faut aussi la ville, je l'ai pas dit, mais le critère important, c'est ton loyer. En fait, si tu loues, 1 000 € à un 40 mètres carrés et que derrière tu fais 1 200 ou 1 300 avec Airbnb, ça sert à rien parce que tu vas avoir l'électricité, le ménage, T'as un ordre d'idée, par exemple, si j'ai un appart que je loue 1 000 €, je devrais le louer combien? Et t'as un ordre d'idée et après, ouais après, c'est minimum, fois 2,5 je dirais pour être tranquille. Et c'est assez difficile. Moi, il y a un truc que je me suis rendu compte tard, c'est les frais de ménage. En gros, sur Airbnb, tu peux mettre tes frais de ménage et il y en a pas mal qui te disent: «Ouais, c'est une charge neutre» parce qu'en soi, tu payes ta femme de ménage 20 € et puis tu mets 20 € sur Airbnb. Sauf qu'Airbnb, ils te calculent ça comme du chiffre d'affaires, ton ménage. Donc ils prennent leur commission dessus. Donc moi, pendant longtemps, je mettais 20 € de ménage, que ma femme de ménage me prend 20 € et pendant longtemps, en fait, ils prennent 15 de 20 €, donc 3 €. Sauf que quand tu fais 60 réservations par mois, en fait, tu accumules vite, un petit déficit. Quand tu vas faire le virement à ta femme de ménage, tu te dis: «Ah, il y a une petite couille dans le pâté, quoi» et du coup, là, j'avais repris sur Excel correctement comme on m'a appris à faire. J'avais tout posé, j'avais calculé et cetera et même, il y a des moments où si tu baisses trop pour remplir, moi, c'est un peu ce que je fais, c'est, le but, c'est de faire le plus de enfin, je suis quasiment complet à chaque fois, je dois avoir, 90 de taux d'occupation, mais du coup, je baisse les prix. Il y a des moments, en fait, baisser le prix, ça devient contre-productif parce qu'en soi, si tu fais la nuit, moi, le plus max que j'ai baissé, c'était 33 € la nuit pour un 45 mètres carrés et c'est un peu contre-productif parce qu'en fait, tu gagnes 4 € à peine et encore, si tu comptes les charges, donc l'électricité qui a été consommée le jour et cetera, tu es en négatif. Donc ouais, pour faire du cash flow positif, il faut faire 2,5 minimum. là, aujourd'hui, tu devrais resélectionner une zone, tu changerais quoi? Je pense que, je regarderais plus, bah, déjà, en fait, moi, ma difficulté, c'était surtout comme je suis à Paris. Encore une fois, tu as pas mal déjà en Île-de-France, tu as plein de villes où ça marche pas, et derrière, bah, faut faire beaucoup de trajets en voiture. Mais, je regarderais pas les villes qui sont saisonnières, comme le sud ou, les plages ou la montagne. Je regarderais les villes qui ont pas mal de enfin, Chartres, ça marche bien. Troyes, ça marche assez bien. Je suis assez surpris, même les gens, quand je leur en parle, ils sont assez surpris aussi. Parce que, je suis quand même bien rempli et tu as quand même le centre historique qui est mignon et tout, mais C'est mignon. ouais, La rue des Chats, non, c'est ouais, ça? tu rue des Chats, moi je suis rue Champeau, c'est la rue piétonne, la plus belle et j'ai eu de la chance là-dessus. Mais je regarderais plus, Rouen par exemple, tu vois? En fait, il y a plein de monde, mais le but après c'est de sortir du lot et c'est ça qui est le plus difficile en sous-location. Tu vois, moi, quand je regarde, des différentes villes, les biens qui ressortent, c'est, même dans les villes de taille moyenne, c'est de faire des maisons. Donc les maisons, ça se loue vachement bien. Généralement, c'est en fait, on peut regarder ce qui fait plus de chiffre d'affaires. Généralement, dans les villes, c'est les maisons, on peut être 6 à 12, Ouais. maisons sympas. Dans le sud, maisons sympas avec piscine. Dans certaines zones qui sont pas hors de prix en termes d'achat, on peut quand même monter à du 100-200 000 € l'année de chiffre d'affaires. Après, il va y avoir les, studios simples ou les 2 pièces simples avec vue sur mer, par exemple, avec vue, un truc sympa. Et enfin, il y a les fameux, atypiques, Logement atypique. dont, les love rooms, qu'est-ce que c'est? Le jacuzzi, tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, après, en fait, logement atypique et pareil, encore une fois, je pense que c'était un peu les précurseurs, les love rooms et bah, je trouve ça bien moi. C'était, qu'est-ce que c'était? C'est Loïs Mmh. qui nous disait, il avait un deal, je crois que c'était dans le sud, alors je sais plus quelle ville, où les mecs faisaient quand même 15 000 par mois quoi sur, 3-4 apparts, je sais plus combien et c'est quand même plutôt sympa. Après, c'est une organisation pour le ménage, pour, enfin l'entretien du jacuzzi, la consommation d'eau et d'électricité. Je pense que mais derrière et c'est ça que je préfère avec les logements atypiques et je vais expliquer un peu pourquoi je trouve ça plus intéressant que la sous-location, c'est qu'en réalité, tu prices plus haut, en fait et les gens, ils viennent enfin, tu vois, honnêtement, toi, à la nuitée, 10 € de différence, c'est quand même pas mal si tu fais un mois entier, si c'est ton activité.
En revanche, le mec qui regarde les logements, tu vois, à 10 euros, il est pas à 10 balles près pour une nuit. À part si tu es sur un petit studio, etc. C'est pour ça que les studios à 3, moi j'en ai une conciergerie avec qui j'avais sympathisé. Ils ont arrêté, ils ont rendu tout leur studio parce qu'en fait, les gens, ils payaient 5 euros de plus pour aller dans un T2 de 40 mètres carrés. C'est quand même plus confortable. Et en soi, bah, derrière, bah, tu t'y retrouves pas en fait avec ton studio parce que tu le loues la moitié du mois et t'es perdant. Parce que tu vois, dans l'IMO, le Airbnb, c'est censé être le truc qui te rapporte le plus. Mm. Et après, avant, tu as les colocs, avant, tu as le meublé, et avant, tu as le nu classique. Et en fait, moi, ce que je me dis pour des personnes qui se lancent aujourd'hui, c'est quand même un no-brainer d'aller faire de l'argent, quoi. Parce que, tu vois, quand tu fais du Airbnb, que tu commences à encaisser du 2 000, 3 000 euros, alors après, ça dépend, tes apparts, tu peux faire du 8 000, 10 000 euros, mais tout de suite, c'est des montants beaucoup plus significatifs. Alors que quand tu fais de l'immeuble de rapport tout court, ça dépend où tu le fais. Ouais. Alors déjà, il y a toujours ce ratio. Tu as du 1 000 € du mètre carré, tu peux faire de l'immeuble de rapport. Mm. Tu as 2 000 € du mètre carré, tu peux faire de la coloc. Ouais. Et l'immeuble de rapport, location meublée, ça ne marchera plus. Et après, tu as le 3 000 €. Tu peux faire encore de la location courte durée, tu peux continuer plus loin. Prix au mètre carré. Alors que, du coup, on a besoin d'aller dans ce type d'exploitation. Après, moi, je me pose des questions sur, effectivement, les grandes villes, ça s'arrête. Bon, il y a des techniques Ouais. pour éviter. Tu en connais quelques-unes ou pas? Non, alors franchement, sur les grandes villes, non. C'est dommage. Non, non, non. Ouais. En vrai, je m'y essaierai pas trop. Ouais. J'ai entendu parler de techniques un peu chez Easy, Ouais. mais non, grande ville, je m'y essaierai pas. En vrai, aujourd'hui, tu as quand même, enfin, c'est bien reporté, etc. Après, bon, est-ce qu'ils ont les moyens de contrôler tout le monde? C'est toujours pareil, hein. Enfin, c'est partout pareil. Est-ce que tu payes ton ticket de métro? Est-ce que tu roules à la vitesse autorisée sur l'autoroute? Enfin, il y a tout. C'est pareil partout pour moi. C'est tant que tu te fais pas contrôler, je peux te dire OK. Pareil pour les impôts, hein. Je suis dans un groupe de mecs qui revendent leur boîte, là, Ouais. plus de 3 millions. Et là, aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti, genre, combien de personnes est-ce que vous avez eu des contrôles fiscaux? Je pensais pas que c'était aussi énorme. Et il y a un mec qui a fait un post en disant: «Ouais, moi, tous les 3 ans, je me fais contrôler. Oh la vache. Fiscalement, ma holding, moi, je dois ressortir à chaque fois les contrats de earn-out, donc les contrats qu'on Ouais, ouais. voit dans le» et en fait, c'est terrible et je pensais pas que c'était autant que ça. Et dans l'IMO, c'est la cession des biens immobiliers. Si vous vendez un bien immobilier, faites pas de conneries parce qu'en fait, c'est, l'État vient quand il y a des grosses transactions, quoi, Ouais. et il se sert énormément quand il y a des cessions de biens, quoi. Mmh. Est-ce que tu es content finalement de la courte durée? Est-ce que tu penses que c'est un truc, dans quel cas il faut faire de la courte durée selon toi? Ouais, c'est une bonne question. En vrai, sur la sous-loc, moi, je dois être sur 6 mois d'exploitation, 3 appartements, je dois être à 2 000 € de cash flow positif, ce que je trouve pas énorme. Mmh. Mais derrière, ça m'a permis d'acheter des choses, sur place, pour, le logement et cetera, que j'ai pas dépensé en fait avec mes sous. C'est, du coup, je réinvestis. Mais, c'est pas énorme. En plus, le problème alors, le problème global, je trouve, avec la courte durée, c'est que tu es ultra dépendant. Tu beau être super sympa, les gens ont beau être, tu trop dépendant de l'équipe de ménage. Sur place. En fait, si tu pas la bonne personne ou si en fait, dès que tu as une étoile, moi je me suis pris à 1 étoile sur mon Pourquoi? en gros, la personne, qui s'occupait des appartements, je lui demande de temps en temps de changer les codes, surtout quand il y a des réservations un peu bizarres, des boîtes à clés. Elle a inversé, moi j'ai tous les j'ai un c'est un immeuble et j'ai les 3 étages. J'ai le rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Elle a inversé les codes du premier et du deuxième. Donc moi, dans mes messages automatiques, parce que tout est préenregistré, bah, je donne les codes qu'elle m'a donnés. Et il s'avère que les gens sont arrivés, ceux du premier étage, c'est un T2, donc il y a pour 2 personnes et ceux du deuxième étage, c'est un T3, il y a 2 chambres, donc c'est pour 4 et en plus, c'est un lit-coffre et cetera, donc il y a 6 personnes max. Et j'avais une réservation de 5 personnes, des Russes en plus, on s'en avait discuté en russe par message et tout, le mec était content et tout et j'ai pas de nouvelles des 2 réservations et le lendemain ou le surlendemain, j'ai Airbnb qui m'appelle, qui me dit: «Voilà, Alexandre demande un remboursement, il a pas séjourné, dans votre hôtel dans votre, Airbnb parce qu'il y avait qu'une seule chambre au lieu de 2. Merci de nous envoyer une vidéo». Je me dis: «C'est quoi ce truc?» Il essaie de m'arnaquer et cetera. En plus, j'étais sur place, donc je fais une vidéo en disant: «Bah, voilà, je filme, il y a bien 2 chambres», tu vois? Le truc fou, «Salut, regardez-moi!» le truc débile Ouais. et je comprends pas. J'envoie la vidéo, ils me disent: «OK, d'accord, problème réglé». Donc moi, j'ai pas eu de truc derrière et je comprends pas et en fait, je me rends compte le lendemain, du coup, que les codes avaient été changés et en fait, les gens du premier étage qui avaient loué un T2, ils m'ont pas dit en arrivant qu'ils arrivaient dans un appart qui était pas du tout sur la même photo parce que tu as un décor, c'est vert et l'autre, c'est gris et rose et en fait, les mecs qui avaient un appart plus grand, ils se sont pas plaints. C'est ceux qui avaient un appart plus petit qui se sont plaints forcément et les mecs sont arrivés à minuit. Moi, je dormais à minuit, donc un peu enfin, tu peux pas, laisser le téléphone sonner tout le temps et je m'en suis rendu compte le lendemain, en fait, parce que les gens m'ont envoyé un message en disant: «Ah, c'est pas le bon code» et du coup, le gars, comme il a passé la journée chez moi, il m'a mis 1 étoile. J'ai contesté le commentaire, ce qu'il dit dans son commentaire qu'il y a qu'une chambre, ce qui est factuellement faux parce que d'une, j'ai envoyé la vidéo, de 2, bah, il y a toutes les photos qui le prouvent et impossible de faire enlever le commentaire.
Et là, les réservations, j'ai vraiment senti une baisse. Du coup, je suis obligé de baisser mes tarifs et du coup, voilà. Figure-toi que j'ai eu un truc à peu près similaire là. J'ai réservé un appart pour mon ex. Ouais. Et du coup, j'ai payé l'appart, elle y est allée avec sa sœur. Elle est partie de l'appart en ne sortant pas les poubelles et elle a mis une trace de valise sur le mur. Ok. Et en fait, il y a un délai. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il y a un Ouais. délai pendant lequel on peut laisser un commentaire. Et il y a une Ouais, c'est- astuce là-dessus, et ça, je ne savais pas. Et c'était il y a un mois, le truc, tu vois. Ok. Et là, je sais pas, mardi, je reçois une demande comme quoi j'ai abîmé. Donc, j'ai loué un appart en Arménie pour 110 balles, Ouais. tu vois, pour 3 jours. Et j'ai une demande de 200 balles, 220 balles de remboursement enfin, de travaux et de ménage, Ouais. quoi. Et là, je me dis, mais comment je peux avoir une demande maintenant alors que ça fait C'est un 14, mois. 14 jours 14 jours. Parce que les délais, c'est les C'est 14 jours. 14 jours les délais, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, alors sachez-le, quand vous faites de l'Airbnb, c'est la première fois que ça m'arrive. Quand vous finissez une location, vous avez 14 jours pour laisser un commentaire sur l'autre et l'autre a 14 jours pour vous laisser Exactement, ouais. un élément. Sauf que lui, le dernier jour, le 14e jour, il peut attendre le dernier moment pour vous demander Pour vous faire une demande de remboursement. demande de C'est ce qu'on remboursement. fait en général. Voilà. Parce que ça t'évite. Parce qu'en fait, le mec est pris de court. Du coup, il s'occupe plus de la demande de remboursement que de te laisser une étoile. Ouais. Ce que tu vas faire, parce qu'en général, quand après, ça dépend. Il y a des gens qui font des dégâts. Moi, j'en ai eu, malheureusement. J'en ai eu plein sur les 3 apparts d'affilée. C'était au mois de mars. Des jeunes, ils sont venus avec des gaz, tu sais, les gaz de chantilly, là. Ah, Ils, t'as vraiment eu ça? ils ont laissé les bonbonnes de gaz. Ils ont les bouteilles de vodka sur la table, entières, tu vois. Enfin, un délire. Ah oui, c'est sport chez toi. De sport, ouais. Et du coup, là, bah, en fait, là, ces gens-là, enfin, quand tu as des mauvaises réservations, tu leur demandes tout de suite et ils refusent. Mm. Heureusement, pour ceux qui le font, tu as Aircover Mm. et ils te remboursent sur présentation des factures, etc. Donc, tu as les tickets de caisse, etc. Le ménage aussi. Et du coup, oui, sinon, c'est 14 jours. Tu attends le dernier moment pour faire la demande de remboursement. Et comme ça, bon, toi, tu t'occupes pas du commentaire. Tu te dis, mince, qu'est-ce que c'est que cette demande et tout, quoi. Le truc, c'est que le gars, en fait, du coup, moi, je savais pas, je reçois ce truc-là Ouais. et je me dis, c'est pas normal. Donc, j'envoie un message. En fait, j'ai pas regardé qu'il avait bien mis toutes les photos. J'envoie un message à mon ex et je lui dis, écoute, l'appart, là, visiblement, on me demande 200 balles. Est-ce que tu as abîmé l'appart, etc. Il fait, non, non, c'est un scam, etc. Donc, moi, je réponds au mec sur Airbnb. Et bon, les mecs, c'est un scam, arrêtez, Ouais. c'est bon, ma copine m'a dit que c'était bon. J'ai pas regardé qu'il avait bien pris les photos. Et ouais. Après, j'ai regardé les photos et effectivement, en regardant les photos, je me suis dit, mon ex est tout à fait capable de faire ça, tu vois. Et je me suis dit, C'est pas, ça arrive, tu vois, de faire une trace sur un mur. ouais, ça arrive. Ouais, moi, ça m'arrive pas, mais oui, ça arrive, tu vois. Et du coup, je me dis, zut. Et le mec, je lui ai tellement dit, ouais, c'était un scam et tout, que je l'ai énervé. Et en fait, lui, il m'a laissé un commentaire sur mon profil à moi, Ouais. total. Comme quoi, enfin, j'étais horrible dans Ouais, l'appartement, t'avais- sachant que moi, j'y étais pas. Il a dit, Ouais. oui, donc Parce que c'est Victor, toi qui as géré la réservation. j'ai géré la réservation. La réservation. Et puis moi, à chaque fois que je loue un truc, je fais vachement gaffe. Je suis à l'hôtel, je range ma chambre avant de Ouais. partir. Je fais ça à Airbnb. Mais oui, mais tu sais, éducation, tu vois. Nous, c'est pareil. Par contre, Airbnb, c'est ce qu'on se dit avec ma fiancée, c'est à chaque fois, on lave, enfin, on repart en faisant presque le ménage, quoi. C'est ça, tu fais prêt, tu fais un Tu fais petit ménage. Ouais. Tu fais et puis Je les laisse propres. tu laisses propre. Et après, derrière, bah, les gens s'occupent des draps et tout, mais tu sors les poubelles. En plus, souvent, on le demande de sortir les poubelles. Ouais, et sauf que, en fait, ce que j'avais oublié, c'est que mon ex était tout à fait capable de ne pas faire ça. Vu que moi, je le fais à chaque fois. En Ouais. fait, elle se pose pas la question. Tu vois, il y a toujours un gars qui le fait. Et bref, je me suis tapé un mauvais commentaire. Et là, j'arrête pas de faire chier tous les jours Airbnb. Ok. À chaque fois, je demande effacez-moi le commentaire. Ils veulent pas. Je redémarre le truc d'aide. Je fais Mais mec, je effacez-moi le pense que je commentaire. vais essayer, moi aussi, de leur dire. Ça marche. Ouais. Ouais, bah moi, je te dirais aussi, parce que moi, factuellement, en fait, le commentaire, il est faux. Il dit qu'il n'y a qu'une seule chambre. Après, il se plaint d'autres trucs. Il dit il y a les toilettes dans le salon, etc. Mais c'est de l'agencement. Bon, ça, j'y peux rien. Ouais. Mais j'avais essayé, ça n'avait pas marché. Donc, on verra. J'ai mis les toilettes dans le salon. Non, mais c'est le propriétaire, en fait, c'est pas mon appart, donc tu as les toilettes, bah ouais, dans le salon, c'est des toilettes séparées. Bon. Ok. Mais c'est sur la porte s'ouvre sur le salon. Ok. Bon, Si tu veux bah, le faire. ouais. Ok. C'est pareil, la cabine de douche est dans la chambre, t'as pas de salle de bain. T'as Ah, le lit et en face de toi, t'as la cabine de douche. Après, c'est un appartement pour deux. Ça passe. Quand t'es entre amis, bon, bah, tu t'adaptes. tu t'adaptes, C'est ça. c'est tout. Bah, tu le vois sur les photos. Après, voilà, Ouais, et surtout que moi, Airbnb, il y a un autre truc que j'ai pas compris. Il faudrait qu'on soit un avocat Airbnb. ça serait bien. J'avais loué une baraque pour partir avec mes équipes il y a 2 ans à Ouais. côté de Biarritz. Et en fait, sur les photos, on ne voyait pas qu'une des chambres ne fermait pas. Ok. Et du coup, tu avais une chambre qui donnait genre sur le salon, tu vois. Ah ouais. Et la problématique qu'on avait, c'est bah, on était les mecs de la boîte, tu vois. Et on peut pas. Enfin, à un moment, j'aurais dit, bah, je veux pas rester là, c'est pas possible. On peut pas avoir une chambre qui reste ouverte tout le temps sur le salon, etc. Ouais. Et ils m'ont dit, ah non, non, sur les photos, en fait, tout était bon, on va pas vous rembourser. Et genre, j'avais 2 ou 3 000 balles de villa. Ouais. J'ai reloué une autre villa, du coup, à Biarritz, tu vois. Ok.
Et là, ils m'ont pas remboursé. Donc, de temps en temps, Airbnb, je les trouve un peu. Ça dépend en fait, côté propriétaire, ils sont enfin, contrairement à Booking où moi j'entends que des horreurs sur Booking Ouais, il y en a. et d'ailleurs la plateforme est horrible, enfin, j ergonomiquement parlant, c'est terrible et sur les cautions, bah, ça marche pas. Les gens ils quand tu as un problème, le SAV, il t'envoie bouler, enfin vraiment c'est affreux. Au moins pour le coup, AirCover, moi, là où il y avait les jeunes qui avaient fait n'importe quoi et qui avaient cassé des trucs, c'est vrai que c'est assez immédiat parce qu'en fait, le voyageur, tu lui envoies la demande, 99 des cas, le voyageur refuse la demande de remboursement parce qu'il est en mode: «Je m'en fous, c'est pas flemme». Et bah, tu as Aircover qui prend en charge, mais je comprends pas comment financièrement, eux, ils arrivent à chaque fois ils ont des contrats d'assurance, ils font leur marge, tu vois? Mais tu si à chaque casse, en fait, c'est jamais toi qui payes, c'est toujours Airbnb et sa compagnie d'assurance, c'est quand même compliqué. Tu utilises un outil d'automatisation ou pas? Sur, ouais, non, tout ce qui est prix et cetera, non, je fais à la main. Tu fais à la main En et vrai, pour le gestion 3 pareil, enfin après gestion, c'est que des messages automatiques, que tu programmes dans ouais, Airbnb. qui sont programmés dans Airbnb et derrière, bah, je réponds à mon téléphone, tu vois? C'est très rare qu'on m'appelle. On m'appelle quand il y a un problème, ce qui est pas cool. Mais ou alors il y a les gens, ouais, ils ont pas vu le message et cetera, je leur dis: «Non, pas de souci». Après moi j'aime bien, ce côté où tu communiques, c'est pour ça que je voulais ouvrir un bar, en fait, j'aime bien le la relation client. Donc ça me dérange pas trop et au contraire, c'est ce qui enfin, à mon sens, c'est ce qui fait que, même si tu as des messages automatiques, ça rend un poil plus humain le truc, et ce qui fait que les gens sont plus enclins à laisser de bonnes notes. Parce qu'en général, quand tu es sympa, je sais qu'il y en a, ils font payer, tu vois, les départs tardifs, les arrivées, plus tôt et cetera. Moi je le fais pas. Le mec, il me dit: «Ouais, j'ai mon train à 14h, est-ce que je peux rester jusqu'à 13h dans le logement?» Je vérifie avec les équipes de ménage si dans le planning ça passe. Si ça passe, je dis: «Oui». Je vais pas lui demander 10 balles pour ça, quoi. Tu vois, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est, genre les mauvaises foi des voyageurs, tu vois? Et il y en a beaucoup. La nature humaine, hein. Enfin, après ça dépend ouais, c'est Tu vois pareil, hein, ça dépend sur qui tu tombes, hein. tu vois, j'ai un mec, enfin, j'ai souvent le cas d'ailleurs, donc il faut que je trouve une solution. Ils me font: «Ah, notre avion finalement a été décalé, au lieu de partir à 15h, est-ce qu'on peut partir à 18 ou 19h?» Au lieu de partir à 11h, pardon. Ouais. Et moi, j'ai le ménage Ah automatique, j'ai oui. le nouveau gars qui arrive et je dis: «Bon, bah, je peux pas». Ils me font: «Ouais, mais vous avez un endroit pour les valises?» Et je fais: «Je suis vraiment désolé, j'ai Ouais, pas non, d'endroit pour les valises». c'est pas un hôtel. Les mecs sont vexés Ah et après ils te mettent, genre, mauvaise note, tu vois? ça m'est jamais arrivé. Ça, alors je l'ai eu 2 fois. La dernière fois, bah, là, c'était hier. Ouais. L'autre fois où je l'ai eu sur un appart et finalement, l'appart était dispo, ou avant-hier. Et j'ai eu un truc que je trouve lunaire. En fait, c'est là où on se rend compte que les gens, je sais pas comment ils font. Alors, quand on visite Dolimo pour acheter, on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont très bizarres. Et là, j'ai un mec quand même, avec sa famille, un Américain, il a réussi à rentrer dans mon appart et à perdre la clé en moins de 20 minutes dans l'appartement. C'est fort. Et là, je me dis et ma femme de ménage l'a retrouvé, sous le meuble de cuisine. Mais comment on peut perdre une clé en 20 minutes, tu vois? Ouais. Et après les gars sont pas contents. Parce que tu vois, ils veulent une réponse tout de suite, ils sont en vacances, ils sont machin et pareil, ils m'ont mis, 2 étoiles en communication, Grave. tu vois? Et là, je me dis: «Ah ouais, quand même, c'est chaud» et il y a plein de trucs qui sont un peu, Bah, c'est pour moi, c'est un des problèmes avec la courte durée et c'est pour ça, je trouve le logement atypique qui peut potentiellement, solutionner ça. En gros, la courte durée, déjà, en sous-loc, tu pas propriétaire de tes apparts. Donc si ton appart est défectueux, moi, c'est le enfin défectueux. Moi, ils sont vieux, tu vois? C'est un truc 3 bah, tu vois comment c'est, hein, dans le mmh, centre historique, c'est tordu et cetera, c'est du vieux bois. c'est compliqué si vous achetez, faites vachement gaffe. Ouais. Ouais, c'est très quand vous allez péter les murs, c'est horrible, hein. Moi, j'ai eu des Ouais, trucs moi, là-bas, je savais pas, mais comme c'est pas chez moi. Mais tu vois, là, typiquement, j'ai envoyé, il y avait le truc de douche, bon, bah, je l'ai changé, la tête de douche. Et en fait, c'est des cabines intégrées, donc tu as la colonne, tu sais, c'est du plastique et tout, c'est un enfer. Et je lui montre en vidéo au propriétaire, je dis: «Ouais, ça fuit, est-ce que tu peux changer ça?» parce que là, pour le coup, comme c'est une cabine intégrée, bah, c'est pas il me dit: «Bah, non, c'est un modèle, enfin, je peux pas changer la colonne» et c'est vrai, c'est tout intégré, tu es obligé de changer la cabine entière et bah, ça reste comme ça et du coup, en fait, c'est pas top, quoi. En fait, tu as un truc et les toilettes, c'est pareil, bah, on a changé le mécanisme et tout parce que c'est vieux. Il y a plein de trucs comme ça, en fait et quand c'est pas chez moi, tu vois, j'aurais fait, fuck it, je prends la douche, je l'éclate et j'en mets une nouvelle, tu vois? Je mets un receveur, douche à l'italienne, une paroi et c'est fini. Là, bah, tu peux rien faire et je vais pas remplacer une cabine de douche d'un appartement qui m'appartient pas parce que là, tu en as pour 500-600 balles. Heu, si tu es sûr de garder l'appart, pourquoi pas, tu vois? Tu connais des gars qui font vraiment beaucoup de thunes en courte Bah, durée? ouais, en sous-loc, moi, il y en a, il y a des jeunes avec qui j'ai discuté, mais ça fait un moment, mais tu en as, ils tournent à 15-20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Après, ce que je trouve, faut faire attention quand vous voyez sur les réseaux sociaux notamment, les mecs qui vous disent ça et cetera. Il y a le chiffre d'affaires, mais c'est comme tout, tu vois? Il y a le chiffre d'affaires dans une société et puis derrière, tu as toutes les charges. Si ton loyer, il est élevé, si en plus tu as la femme de ménage parce que dans le chiffre d'affaires, il y a le ménage, comme je disais. C'est du chiffre d'affaires ménage, mais derrière, en fait, ta femme de ménage ou ton équipe de ménage, tu les payes, donc tu même si tu arrives à
Moi, je suis à l'équilibre maintenant que j'ai compris qu'ils prenaient les 15% dessus. J'ai ajusté mes tarifs, mais, mais malgré tout, bah, tu as quand même plein de charges. L'électricité, en fait, en hiver, tu vas dans un Airbnb, les gens, ils sont pas chez eux, ils chauffent à mort, ils mettent à 26 degrés. Et donc, encore une fois, quand t'es pas chez toi, comme c'est de la sous-location professionnelle, et bah, tu peux pas, enfin, sauf si tu te chauffes à installer des thermostats. Moi, j'ai, je crois, dans l'appart au deuxième étage, il est sous les toits en plus, donc il fait froid l'hiver. Il y a 8 radiateurs électriques. Va installer 8 thermostats avec les sous de sa société, tu vois? Ça n'a aucun sens. Donc là, ce que je vais faire avant l'hiver, c'est que je vais en décrocher 3. Je vais laisser un dans les chambres. Ceux du salon, il y en a 2, ça suffira. Et après, ceux dans la cuisine et tout, ça sert à rien, tu vois? Mais en fait, tu obligé. J'ai eu des factures, j'ai une régule de Total pour 3 mois en février, 500 € sur 3 apparts. Donc, courte durée, en fait, je pense que c'est bien si tu arrives à optimiser le truc. Le logement atypique, pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, tu te démarques de la concurrence. Il y a de plus en plus d'apparts sur Airbnb. Je trouve il y a de plus en plus de gens qui vont sur Airbnb et vous n'aurez pas de problème à remplir si vous avez des tarifs corrects, si vous avez aussi une bonne communication, si vous faites ça correctement, vous gérez bien et si en plus derrière, bah, votre appart, il est plus stylé qu'un autre, bah, franchement, les gens vont être prêts à mettre 10-15 € de plus par nuit juste pour dormir dans un truc plus sympa. Ça peut être un thème, j'en vois plein, ils font des thèmes bohèmes, des thèmes zen. En fait, tu prends les parures de lit, tu mets plein de fausses plantes, tu fais un truc simple, ça coûte pas très cher. Vous avez Action B&M, c'est le feu pour faire ces trucs-là. Temu, pardon pour l'écologie, ça marche bien aussi. Et sinon après tu as le vrai atypique où là tu fais vraiment beaucoup plus loin, donc tu as les love rooms. Là après, encore une fois pour moi c'est plus la gestion sur le jacuzzi, les factures d'eau et l'électricité. Je pense que tu as plus de soucis. Déjà tous ces trucs-là en atypique en sous-location, tu peux difficilement les avoir parce que la sous-location, tu vas sur Le Bon Coin, c'est la part de monsieur tout le monde que tu vas prendre en charge en général. Tu des belles surprises. Moi j'ai des gens en sous-loc, ils ont des trucs avec pierre apparente en cuisine et tout, enfin des beaux écrins, tu vois? Et là vraiment c'est fait pour le Airbnb. T'as des gens aussi, ils en ont marre de gérer leur Airbnb, donc ils disent: «OK, bah, je te le loue», plutôt que de le mettre en conciergerie et donc ils savent que Airbnb ça marche, mais juste ça les saoule de gérer, donc ils préfèrent encaisser un loyer tous les mois plutôt que la conciergerie où tu as les revenus qui fluctuent et derrière ils sous-louent, ils remettent sur Airbnb, donc tu as déjà l'appart qui est fait pour Airbnb. Toi, est-ce que là, tu t'en es où du coup, dans ta vie aujourd'hui? Est-ce Heu, que tu veux killer le game? Qu'est-ce que tu fais là? Là actuellement, je suis très occupé par l'appart que j'ai acheté à Amiens. En fait, je l'avais acheté, avant de me renseigner sur l'immobilier. J'étais en banque, je gagnais bien ma vie, je voulais baisser mes impôts, donc on m'a vendu un Pinel. Donc appartement neuf que j'ai acheté en 2022, juillet 2022 et qui n'a été livré qu'en, mai 2025. Donc avec au moins, 13 ans. c'est ouais, 3 ans, 2 ans de construction, enfin plus. Beaucoup de retard, beaucoup de malfaçons aussi. C'était Pichet Promotion, désolé, mais c'était horrible. Ne prenez jamais ça. Quoi comme malfaçon? Parce qu'il y a toujours des, Après, tu as toujours des trucs, mais là, vraiment, genre, en fait, le bâtiment entier, il y a 3 résidences, c'est bâtiment ABC et il y en a 2 sur les 3 qui sont ni hors d'eau, ni hors d'air. C'est-à-dire que l'étanchéité d'air n'est pas faite dans certains appartements, donc tu t'appuies sur le sol, en fait, avec ton poids de ta personne, tu as l'air qui passe depuis le mur extérieur et tu en as l'étanchéité au niveau des comment ça s'appelle? Bon, des pylônes, qui font la structure, c'est un nom particulier, elle est pas faite. Donc tu as plein de gens avec énormément d'infiltration dès qu'il pleut. Moi, j'ai de la chance, je suis au premier étage, donc je suis pas concerné, mais tous les apparts en haut, ils sont concernés et ils ont mais des vraies infiltrations d'eau, mais c'est dans le bâti. C'est pas, dégâts des eaux de ton voisin. C'est structurellement parlant que c'est problématique. du coup, tu as payé aussi? Bah, du coup, ouais, parce que, tous les travaux de ravalement et cetera, moi, je suis propriétaire, je suis pas sous-loueur cette fois-ci, donc ouais, les charges, on ne sait pas combien elles vont être. On a un budget, mais Parce que pour tout le monde, hein, tous ceux qui achètent, des logements neufs, surtout alors soit vous savez le faire, c'est-à-dire vérifier que, votre PV de réception d'appartement et sinon vous prenez des gens. Il y a des gars que vous pouvez payer pour ça et qui sont habitués à un peu comme un avocat, en fait, ils vont tout ouais, c'est ça. repointer. Parce qu'en fait, quand vous avez votre PV déjà, il y a une chance sur 2 que les portes ne ferment pas. Il y a une chance sur 2 qu'il y ait des problématiques, d'eau, Mmh. pareil pour les fenêtres et cetera. Et Les faites et les joints, faites vraiment une vérification parce qu'une fois que vous avez signé, vous pouvez plus revenir en arrière. ouais et ça vraiment c'est important parce qu'en fait, tu as le PV, de réception où là tu Mmh. notifies les derniers, dysfonctionnements. Mmh. Une fois que celui-là il est signé, ce que tu notifies après, tu as le droit, tu as 1 mois, donc tu as 1 mois de SAV, service après-vente. Moi j'ai notifié mes joints de fenêtre, ça fait 3 mois que je les attends, et c'est impossible, tu relances, tu harcèles, enfin ça tient au harcèlement quand tu dois les envoyer un mail tous les jours et tout. Donc là de toute façon ça va être le mois d'août, tout le monde va être en congé, donc ça sert à rien, même les ouvriers ils m'ont dit: «De toute façon les artisans travailleront pas». Donc je vais attendre septembre pour qu'ils refassent mes joints de fenêtre. Il manque des morceaux entiers de joints sur les portes-fenêtres. C'est vrai que c'est l'été, donc t'as pas trop de problématiques de froid et cetera. Mais tu vois, tu es c'est même pas conforme sur, l'isolation, quoi.
Là, du coup, tu as décidé de le sortir du Pinel, c'est ça? Celui-là, ouais, parce qu'en gros, bon, bah, non seulement, là, j'ai plus le salaire que j'avais avant, donc 0 intérêt pour l'économie d'impôt et surtout, bon, j'ai trouvé l'activité enfin, j'ai fait de l'activité, du coup, de sous-location professionnelle à courte durée et je vois que ça peut être intéressant et je suis en train d'essayer de faire l'appartement parce que c'est livré neuf, donc c'est que des murs blancs, il y a rien dedans. Il y a une cuisine qui est affreuse, mais il y a plein de trucs qui sont affreux, mais du coup, je vais essayer d'en faire un logement atypique sur le thème du Japon. Et donc je fais tous les travaux moi-même. Après, c'est pas des gros travaux, je fais de ni plomberie. Enfin, j'ai fait un peu d'électricité, c'est dédoubler des prises, rajouter des interrupteurs. C'est assez marrant de découvrir ça tout seul, surtout après de la finance. Et en vrai, je kiffe bien. C'est sympa les lacs. C'est Ouais, ludique. c'est ludique. Tu regardes ton schéma, le mec à Brico, à Leroy Merlin, il t'a Ouais. expliqué comment faire tes branchements. Tu reprends ça, tu te dis, ok, d'accord, j'ai rien compris. Donc, tu Tout. regardes des tutos YouTube, Ouais, voilà. tu ouvres, tu coupes le courant pour éviter de mourir, et puis bah, tu fais tes trucs. Tu branches, tu remets le courant, ça saute, tu te dis, ah, j'ai mal fait quelque chose, puis tu recommences. Ah, j'ai inversé. Ouais, j'ai exactement ouais, ça va Elle est être où la ça. terre? Ouais, ouais, je. Mais du coup, non, assez marrant, assez satisfaisant aussi, cette session personnelle pour le coup, plus d'accomplissement sur le fait de OK, j'avance. Alors c'est super long, ceux qui veulent se lancer dans les travaux, moi je pensais que ça allait plus vite, même si tu tout seul, tu te dis je fais pas de tu vois, je fais pas de placo, je fais pas d'enduit, je fais pas tous ces trucs qui prennent beaucoup de temps, mais rien que de la peinture, c'est assez long. Peindre une chambre entière, c'est long et puis je vais en faire un truc un peu exceptionnel. Pourquoi? Parce que le logement atypique, en gros, pour revenir un peu sur l'histoire, il y a tout ce qui est love room et cetera. Moi, je pense que ça, c'est un peu compliqué à gérer. Je pense que quand tu fais sur du thématique, c'est plus intéressant. Et je discutais avec une dame justement que j'ai, rencontrée, que j'ai appelée, pareil sur Airbnb, qui avait des apparts que je trouvais super stylés et je voyais elle avait que 300 commentaires et elle est à 4,97 de moyenne sur le studio, tu vois? Et c'est un tout petit truc, il est super bien noté, il est plus cher que mes apparts de 45 mètres carrés. Du coup, je suis intrigué, je lui envoie un message, hyper sympa, enfin, j'essaie de faire le mec sympa, je lui dis: «Voilà, je suis intéressé, moi je fais ça et tout». Elle est hyper cool, elle me dit: «OK, on s'appelle». Donc, on s'appelle et on a discuté pendant 2 heures et en fait, ils travaillent dans la pub à Paris avec son mari. Ils ont fait ça, ils ont acheté une blouse, un appart vraiment pourri où il y a rien dedans. À 3 À toujours? 3 ouais, Ouais. toujours à 3. Et ils l'ont transformé. Ils en ont fait un truc rose avec du doré, vraiment popcorn, très néon, enfin vraiment un truc jusqu'au bout le thème. Et elle me dit: «En fait, ça a tellement bien marché, on en a fait un deuxième, puis un troisième. On a quitté nos tafs, on est en SCI à l'IS et là, elle a investi à Chartres». C'est pour ça que je dis Chartres, bon plan pour la location courte durée. Et elle continue, ils vivent de ça maintenant avec son mari et bah, elle se fait kiffer, tu vois? Elle fait les projets, c'est pas elle qui fait les travaux, mais ils font tout ce qui est recherche de biens, ils font la gestion eux-mêmes. Ils ont un homme de ménage, enfin un homme d'entretien, un homme à tout faire, pardon, qui fait aussi, bah, tu vois, tous les soucis de plomberie, d'électricité dans l'appart et cetera. Et elle me dit: «En fait, ça génère, des très, très beaux chiffres». Et ils ont un taux d'occupation qui est plus faible, ils sont à 70-80. Mais en fait, ce qu'elle m'explique, c'est que moi, mon prix plafond sur un en gros, sur un 45 mètres carrés à 3, en haute saison, je suis à 55 € la nuit et ça se loue. En basse saison, donc hors période de vacances scolaires tout simplement, après, tu as le mois de juin et cetera qui c'est comme bien, je peux descendre à 35-40 € la nuit. Et elle, en fait, elle est à 55 € toute l'année quasiment et après derrière, elle peut monter beaucoup plus haut, l'été et elle est réservée parce que déjà, bon, elle a des bons commentaires, forcément ça aide et en fait, bah, quand tu as un logement aussi qui est un peu plus exceptionnel, tu peux mettre un ménage plus exceptionnel, donc tu payes une entreprise ou une société de ménage un peu mieux qui te fait un truc un peu plus luxe, enfin une prestation un peu plus premium, on va dire. Donc déjà, tu es moins embêté par les commentaires sur tout ce qui est poussière, saleté et cetera. Après voilà, il faut bien gérer le truc et en plus de ça, là, bon, c'est pas de la sous-location, elle, ce qu'elle fait, c'est elle est propriétaire et du coup, bon, bah, tu amorti les travaux et cetera. Et en gros, bah, c'est ce qu'elle fait. Elle rachète des trucs qui sont vraiment affreux. Ils prennent une équipe qui les suit maintenant, une banque qui les suit aussi. Ça, c'est important, se faire toujours suivre par une banque qui comprend le projet. Mais elle m'a dit, pour le premier, ils ont fait 20 établissements bancaires différents. Ils ont galéré à avoir le crédit. Et après, ils ont présenté 6 mois de bilan. Et la banque, elle a vu, OK, c'est cool, ça marche bien, ça fait du cash. Bah, OK, je vous finance et on continue. Et là, du coup, ils en sont à leur quatrième en 3 ans, ou 2 ans, je sais plus. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, c'est, tout ce qui est produit générique, en fait, ça marche pas trop à un moment. Non. Un produit générique, il faut vraiment faire de la masse. Pareil dans le coworking, tout ça, il faut être capable de faire de la masse. Mm. Il faut être bon pour faire de la masse. C'est dur de faire de la masse Ouais, c'est ça. et du coup, il faut faire des trucs globalement sympas et dans les produits, là, par exemple, on est dans une ville, Saint-Nazaire. On est sur un projet de faire un appart, sous-marin, tu vois? Parce OK. que là-bas, tu y vas pour visiter un sous-marin, tu Ouais. vois? Et on est en train d'avancer sur un projet d'appart sous-marin. En fait, c'est un truc soit effectivement, tu trouves ton appart vue mer, vue sympa, Voilà. que tu négocies bien. La 1re photo, c'est vue tu vois que tu vois la mer de chez toi, même si tu un peu loin, c'est pas Mmh. grave, tu vois la mer. Ou sinon, si tu as des trucs qui sont un peu classiques,
bah, ça sert à rien en fait. Ouais, en fait, il y en a tellement. Moi, je regarde, tu vois, il y en a tellement sur Airbnb. Donc là, les trucs classiques, c'est une garde de prix. C'est t'es moins cher et t'es correct. Enfin, tes photos, elles sont bien. Après, il y a l'emplacement. Mmh. Forcément, tu vois, à Troyes, moi, je suis en plein centre-ville historique, etc. Il y en a qui sont plus éloignés et tout. Mais donc, l'emplacement joue forcément, mais ça, dans l'immobilier, que ce soit dans la location courte durée ou même longue durée, c'est l'emplacement. Et après, bah, ouais, si ton appart, il ressemble à tous les autres, ça sert à rien, en fait. Ce qui va convaincre le voyageur, c'est, si c'est pas les photos et si c'est pas la tronche de ton appart ou l'emplacement, ça va être le prix. Et derrière, bah, c'est une guerre de prix, en fait, avec les autres personnes qui ont les mêmes apparts. Sauf que quand tu es logement atypique, bah, si tu fais suffisamment ton travail de recherche, bah, pareil, tu vois, Love Room et tout, c'est intéressant. Mais si tu vas dans une ville où il y en a déjà 15, honnêtement, pour t'en sortir, soit tu vas mettre un énorme ticket pour te différencier et cetera, soit tu vas baisser tes prix et derrière, bah, comme je l'ai dit, tu vois, avec tes charges, tu vas pas peut-être pas t'y retrouver. Mmh. Donc tu fais ta recherche, tu regardes et moi, le Japon, tu vois, à Amiens, bah, il y a personne qui fait de l'asiatique. Enfin, dans le thème déco, tu vois? Donc on va tenter. Pour l'instant, je fais tous les travaux tout seul, j'aurais espéré pouvoir le louer, sur août, parce en plus, je pars en vacances, à droite à gauche, mais j'ai absolument pas fini et le syndic est assez, embêtant. Il y a un code de l'immeuble. Ils ont très peur que les gens s'échangent les codes. Ils le changent tout le temps, donc ça, au pire, c'est pas très grave, tu le donnes quand même. Mais derrière, tu pas le droit forcément d'installer des boîtes à clés, des choses comme ça dans l'immeuble. Donc moi, je veux mettre une serrure connectée et juste, bah, c'est une serrure 3 points bricard là, donc faut que je trouve un truc qui s'adapte, quoi. Sinon, j'ai pas trop de solutions. Sinon, je pense à un truc, c'est je colle une boîte à clés au fond de ma boîte aux lettres et je laisse la boîte aux lettres ouverte. C'est ce que je fais. C'est ce que tu fais? Ouais, Et c'est ça marche? ouais, ça Tu jamais eu de soucis? non, j'ai jamais eu pour le moment. J'en mets 2 de boîtes à clés. OK. Ouais, Ouais. pense à en mettre 2, une pour une clé de secours. OK. Parce que du coup, Avec un code différent? avec un code OK, différent et OK, en ouais. fait, on a toujours 2 parce que si un jour, bah, tu vois, moi, expérience acquise, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, que soit ils oubliaient les clés dans l'appart. En Mmh. fait, moi, j'ai une porte qui se ferme, tu la claques, ça Ah ferme ouais, non. et Ah, moi, j'ai pas ça, tu heureusement. pas ça? Non. Mais quoi qu'il arrive, mets-en 2. Ouais, non, mais je touche du bois. On m'a jamais perdu les clés, ni à 3 ni C'est une question de temps. ouais. Voilà, c'est en fait, tu vois, la Non, mais proba est de ouais, 100. pas mal et ça me permettrait de mettre le badge parking parce que du coup, je loue une place de parking. Ouais, Comme ça, au moins ça, c'est pareil, si vous avez un truc avec parking, ça aide ouais. de fou. Surtout dans les villes. Quand tu es en centre-ville, les gens, ils veulent, se garer, quoi. Surtout si tu viens de loin avec ta voiture et tes enfants, C'est comme l'hôtel, moi j'ai compris ça, dès que tu es en voiture, que tu prends un hôtel, tu es là: «Je veux un hôtel avec ouais, parking» et exactement. assez souvent, ils te font: «On a un parking», mais en fait, c'est le parking de, je sais pas quoi, de la Ouais. gare d'à côté. Toi, tu as toutes tes fringues dans ta bagnole, tu es là: «Ouais». Toi, demain, tu t'étais lancé dans cette, tu t'es dit: «OK, je veux gagner de l'argent, je veux Mmh. faire ça». Là, aujourd'hui, tu gagnes un peu, mais c'est pas Non, c'est démentiel. pas non, pas du tout. Next step, qu'est-ce que tu te dis, du coup? Bah, alors, il y a, cet appart à Amiens où je veux voir vraiment ce que ça donne aussi, un peu le logement atypique parce que derrière, bon, bah, il va falloir que je regarde. Je l'ai acheté cher, hein, c'est 200 000, pour, 44 m². Et tu peux louer combien, là, tu penses, en regardant, Si je le loue comme ça ou, en Airbnb? Airbnb, je pense, tu peux faire 1 200-1 500 de chiffre d'affaires en moyenne. Je suis à 874 € de mensualité de crédit. Ouais, tu es juste, quoi, C'est tu es juste, flat. mais ça, c'est des apparts, qui sont pas, exceptionnels et cetera. Donc j'ose espérer que je serai vers le haut de la fourchette, voire un peu Mmh. plus l'été. L'idée, c'est de voir un peu ce que ça donne et cetera, de regarder aussi le budget des travaux, combien j'ai mis. Moi, j'aime bien aimer, enfin, j'aime bien pour l'instant cette expérience de faire, les travaux et cetera. Mais là, on a changé de projet. Alors j'ai 2 projets. Il y en a un, c'est on va rentrer à Lyon avec ma fiancée et le projet, c'est d'acheter la résidence principale à Lyon. Pareil, le but, c'est d'acheter un truc vraiment pourri parce qu'on n'a pas un énorme budget, étant donné que moi, j'ai plus de revenus, comme avant. Et du coup, faire les travaux. Et après donc, l'idée, c'est de rentrer, d'essayer d'avoir un appart en janvier 26 et après on veut partir 1 an au Japon. Donc c'est retaper l'appart et là, c'est faire, là, j'aimerais bien un truc où vraiment il y a tout à refaire. C'est-à-dire que toi, tu fais ta salle de bain comme tu veux, parce que moi, là, il y a déjà du carrelage et cetera. Les prises sont mis à des endroits qui n'ont rien à faire. Enfin, là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout faire à partir de zéro. C'est plus simple, je trouve. Et quitte à prendre du coup un truc classé G ou F, ça peut être bien parce que derrière, bah, tu le regardes, faut regarder si la copro va pas se mettre en tête de faire des gros travaux parce que là, ça va te coûter bonbon. Mais l'idée, c'est ça et de le mettre en location et à Lyon, il y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment que c'est encore plus tendu qu'à Paris sur le locatif. Donc on se dit que ça peut être intéressant et qu'on trouvera forcément quelqu'un pour, louer derrière, quand nous on sera à l'étranger et l'idée, c'est de le rénover, encore une fois, pareil, tu vois? Un peu plus premium avec des belles finitions, des beaux matériaux, du carrelage dans la salle de bain et tout, pour essayer de le louer un peu plus cher à des gens qui ont un peu plus de moyens. On va essayer de voir un T3, peut-être une famille avec un enfant. Ça dépendra de ce qu'on arrive à emprunter. Et derrière, bon, 1 an au Japon, c'est vraiment pour visiter et travailler un peu et sinon l'autre projet, c'est une application.
dont tu n'es pas fan, enfin sur le principe. Non, mais attends, ne dis pas ça. Non, non, mais en gros, en ayant fait justement, parce qu'il y avait déjà une application en route pour le bar qui était pour la fidélisation des clients du bar et cette idée de fidélisation, je trouve qu'elle est quand même centrale aujourd'hui dans notre société et tu en as un peu partout et parfois c'est bien fait, parfois c'est mal fait. Et je pense qu'on peut mieux faire dans le domaine du voyage et de la courte durée. J'en dis pas beaucoup plus, mais l'idée, c'est d'aller là-dedans et on espère sortir la première version sur les stores, donc Apple Store et Play Store, fonctionnelle de A à Z en novembre. T'as un nom quand même pour. Stay to earn. Tu peux redonner ton nom pour qu'ils te retrouvent peut-être sur LinkedIn s'ils ont des questions. Dimitri Levasseur Stepanova sur LinkedIn. Ouais, vous pouvez me contacter, je prends le temps en général de répondre. Dernièrement, je n'accepte plus les gens qui veulent me parler de M&A. Je suis pas T'as cool arrêté? là-dessus. Non, j'ai arrêté. Ouais, Pareil, quand je savais que je voulais partir et cetera, je prenais pas les calls parce que je savais que j'allais dire que c'était affreux. Enfin, ouais, c'est c'est ça, pas affreux, tu vois? Mais c'était pas ton en fait, truc quoi, ça te tu motive. es pas dans le mood, tu Ouais. pas et puis ça sert à rien de démotiver quelqu'un, en fait. Mmh. À un moment donné, c'est bien de lui donner peut-être une autre vision. Moi, j'ai tendance à être très bavard aussi, donc en général, les calls des étudiants, ça dure 1 heure au téléphone. Mais si c'est pour, que je les démotive pendant 1 heure, c'est bien d'avoir la 2 visions des choses, mais bon, après voilà. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas 10 000 balles par mois avec l'IMO en ce moment? Ce qui fait, bah, capacité d'emprunt, j'ai 0 capacité d'emprunt. J'ai le prêt immobilier à Amiens déjà, j'ai mon prêt étudiant. Je fais un taux d'endettement, explosif parce que j'ai pas de revenus, en fait. Si là je te donnais 1 million de dettes, est-ce que tu arriverais à vraiment gagner de la thune ou pas? Est-ce que maintenant tu sais vraiment gagner de la thune? En Je sous-loc, pense qu'est-ce que que tu ferais? déjà, je ferai pas de sous-location, ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es pas moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est que tu pas maître de ce que tu gères. En fait, c'est comme si tu prenais une boîte, enfin, je sais pas si mon parler, il va être intelligent. Vas-y, Heu, j'écoute là de tu prends une boîte, OK? non, mais c'est comme si tu en fait, c'est comme si tu louais la gérance d'une boîte, tu vois? Mais derrière, Consultant, c'est comme si tu étais consultant. ouais, mais consultant, c'est pas ton problème. Parce que consultant, en fait, on vient, on te paye. Tu viens dans une boîte, tu consultes, tu fais, tu réussis pas, bon, t'as ton chèque, tu vois? Ouais, mais tu De re-signes manière pas l'année générale. prochaine, tu vois? Ouais, après, voilà, bon, tu re-signes pas l'année prochaine, mais t'es pas embêté par des trucs que tu peux pas gérer. Enfin, si, mais ton but, c'est de faire un rapport spec, c'est toujours la même chose. Là, moi, je suis bloqué, tu vois, le truc de la colonne de douche, bah, c'est pas. Enfin, je suis sûr que je vais avoir des commentaires dessus. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu es un peu en entre-deux. Tu vois, par exemple, les locaux où on est ici, Ouais, c'était, brut de béton et en fait, tous les travaux que tu fais dedans, c'est pour ta pomme et si tu t'en vas, normalement, enfin, tu peux demander un peu à la propriétaire si tu veux, mais un local commercial, tu fais tout oui, toi-même, tu vois? ça, oui. Pour le local commercial, je suis d'accord. Pour le bar, moi, c'était pareil, hein. Le Pour le bar, bar, c'est tu pareil. signes un ba enfin, moi, j'avais une transformation, déco et tout, c'était tout pour moi. La devanture, les vitres, de l'électricité, enfin, tout, tu vois? Et en effet, si derrière le bail est pas reconduit, bah, tu l'as dans l'os. Et Mais toi, tu es un entre-deux, tu vois? Il y a un moment, tu dis: «Est-ce que tu fais l'effort ouais. de dire à ton propriétaire?» parce que si ton business gagne assez, tu lui dis: «Bon, bah, tu fais quoi», tu vois? Ouais, après, la sous-loc, je suis sûr que c'est intéressant. Quand tu as la bonne ville, quand tu as là où les bonnes villes, tu scales et cetera, après tu grappilles toutes les parts de marché et tu fais du volume. Tu auras peut-être un appart qui sera déficitaire tel mois, bah, tu en as 3 autres qui sont bénéficiaires, bon, bah, c'est pas grave, tu continues en fait et Faut en avoir en une fait, quarantaine, hein. ouais, en fait, tu deviens une conciergerie, donc tu en as 20, 40, après derrière tu fais autre chose. Je pense que ça t'ouvre pas mal de voies, mais comme tout d'ailleurs, hein, il y en a plein, ils ont des propriétaires du coup qui les appellent, parce qu'ils ont déjà plein d'appart, c'est plus simple à prospecter et cetera. Et moi, je préfère quand même le côté tu possèdes le truc, s'il y a un problème, tu gères, assez facilement. Si tu me donnais 1 million de dettes, je pense que je ferais, heu, en fait, ça dépend. J'aime bien la coloc, parce que je pense que c'est assez intéressant à faire, mais il faut trouver la bonne ville. Mais sinon, en vrai, je pense que je ferais comme, la dame, elle fait, tu vois? Celle de Troyes, genre, c'est tu prends des trucs pourris, tu les fais retaper et tu fais de la location courte durée sur comment ça s'appelle? Du Prémieux, quoi. Premium atypique à thème, ça y est, j'ai retrouvé mes mots et derrière en plus, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui tu peux créer vraiment une image de marque. Tu vas plus loin, tu vois? Tu fais pas juste 3 apparts, tu fais un réseau, tu te crées un site internet, tu te crées une page Insta, tu te crées et en fait tu deviens un peu une destination voyage et si les mecs ils ont aimé, ta ville à 3, après c'est galère à gérer je pense, hein, parce que tu peux pas t'amuser à faire toutes les villes de France sinon, tu vas mourir en train ou en avion ou en voiture. Mais, derrière faut penser le truc, tu vois? Si tu te dis: «OK, je fais ça à 3, j'en fais un à Amiens», tu regardes les trucs et petit à petit, tu essaies de te construire, parce que je pense que tout miser dans la même ville, c'est pas une super idée, mais je ferais plutôt ça, ouais. D'un point de vue thune, là, tu as Ouais, quand même une démarche, failleur, tu vois? Dans l'âme de te dire: «Je vais gagner de la thune, ouais. je vais lever le pied pour faire peut-être autre chose». D'ailleurs, je sais pas ce que tu aimerais faire, là, si tu pas besoin de bosser, tu ferais quoi d'ailleurs? Si Des enfants peut-être? ouais, justement, bah, enfin, c'est un peu le truc, on repousse ça par rapport à enfin, par rapport à justement le fait qu'on voulait partir au Japon avant de faire les enfants parce que, tous les 2, on a eu un projet avorté avec le covid, de départ à l'étranger sur une grosse période.
Et du coup, bah, on a ce manque. On a vu plein de potes de notre âge, donc 28 ans, tu vois, 29 ans, qui sont partis, qui ont dit, bah vas-y, fuck le CDI, je pars 6 mois en Australie, je vais au Canada, je vais machin. Et nous, on n'a jamais fait ça chacun dans notre vie, on voulait pas regretter, donc on se dit, on va se donner les moyens et on va le faire. Et ça va grignoter, pardon, les économies. Mais bon, voilà. Après, le but aussi du PVT, c'est de travailler sur place. Donc, on va quand même. Enfin, c'est pas un an de tourisme. C'est vraiment, on va bosser la semaine. Il faut trouver les petits boulots pour financer ton tourisme. Donc, en soi, en termes de burning de cash, c'est pas le plus. Et tu stresses un peu d'un point de vue invest, parce que tu t'es comme lancé dans un truc, enfin, tu vois, tu l'as fait, quoi. Ouais, Donc, bah un peu. En fait, je stresse un peu forcément parce que là, en fait, t'as l'échéance, t'as le temps qui passe. Tu te dis, ok, je sais que je pourrais retrouver un CDI et dans plein de domaines, et cetera. Mais j'ai pas envie, tu vois, tu me disais, si tu avais suffisamment d'argent, que tu rentier, en gros, que tu faisais quoi? Je pense que mais c'est le cliché, tout le monde dirait ça, mais c'est voyager et surtout, je pense moi, ça serait surtout jeux vidéo. J'ai un grand rêve, ça serait plutôt de passer mon temps à jouer, en fait, aux jeux vidéo avec ma fiancée. On est tous les 2 des gros geeks. ah oui, parce elle a une chaîne, Ouais, Twitch? alors Ouais, elle stream un peu, ouais. ouais, c'est vrai, ouais. Elle essaie de s'y mettre, ouais. Ouais, ouais et Elle fait quoi dans la vie, tu m'as dit? consultante data. OK. Donc pareil, enfin, tu es consultant, tu es placé en Mmh. boîte et son contrat, voilà, s'il se termine machin, juin prochain, en principe. Et du coup, bah, en termes de timing, ça tombe bien pour le Japon. Les enfants, on sera après. Heu, il y a des fois, on regarde aussi par rapport à ce qui se passe, réchauffement climatique, tout ça, est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas? Je pense que c'est une question que notre génération se pose, on est de plus en plus tard à en faire. Et derrière, ouais, sur les invests, bah, c'est un peu, moi, l'échéance, c'est avant Japon. La situation, ça va être quoi? Est-ce que ma boîte, du coup, Stay to Earn, est-ce que l'application, elle va démarrer? Est-ce que ça va donner quelque chose? L'appart à Amiens et les apparts à Troyes, est-ce que je vais les garder ou pas? Ça, on fera, tu vois, on fera le bilan, déjà à fin d'année, pour chacun. Parce que du coup, je serai à Lyon, il y aura l'appart que je vais acheter à Lyon, et derrière, bah, ouais, en revenant du Japon, qu'est-ce que je fais? C'est un peu la question et ça dépend vraiment de est-ce que, la société avec l'application, elle va tourner, elle va marcher ou pas? Si ça marche pas, je te rappelle et on regarde. Je sais Et on pas, on reprend les boîtes, on on se peut reprendre des défonce un boîtes. peu. Moi, c'est un truc, bah, c'est pour ça aussi le bar, tu vois? Il y a ce côté moi, c'était pas forcément, il y a le côté clientèle et tout, mais il y avait le côté business. Moi, le but derrière, c'était vraiment de monter, comment ça s'appelle? Une chaîne. Faut que je te montre parce que là, je suis en train de bosser sur un sujet. Alors, c'est pas exactement un bar, c'est genre un café littéraire, à Rennes. Ouais, Alors, tu mets café littéraire, tu me dis ça à moi, tout de suite je bade, tu vois? Je me dis: «J'ai jamais réussi à faire de la thune avec», bah, pareil. t'inquiète, voilà, tu vois? C'est on est et là je bosse, tu Steph qui a une boîte de market et je bosse avec elle sur le market et OK, c'est son rêve, tu vois? De faire un café OK. littéraire et du coup, quand elle m'a dit: «Ouais, moi c'est un café littéraire et cetera». Tu sais, moi dans mon cerveau, tu sais, il y a tout qui bug. Elle me dit: «Oui, je vais avoir des livres gratos et tout, donc c'est super, on pourra faire 100 de marge en les vendant» et je fais: «Ah ouais, bon OK, tu vends des bouquins, Ouais, bah, d'occasion, 15-7 € quoi tu sais, 7 € ou 5 balles, tu en vends 60 par jour, OK, et encore. et encore, Enfin, ouais, ça t'en vrai beaucoup. ça me paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup et je suis d'accord avec toi et je suis là: «Bon, OK, on va regarder le truc. On pourrait peut-être faire plutôt des salles pour faire des conférences, ça gagne un peu mieux». Ça pourrait Ça, c'est ton expérience voilà, coworking, ouais, c'est ça. Expérience Coworking qui est ici. Je me dis: «Ouais, bon, faut voir, ce qu'il y a besoin là-bas. On va contacter la mairie pour récupérer un local gratos». Oui, ça, c'est bien. Ouais, Des grosses salles de conférences, c'est bien, on les équipe bien. Enfin, tu vois, j'essaie de trouver tout ce qui autre en fait, c'est ça qui me tue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets un peu coup de cœur. ouais, Alors, ça m'arrive de me tromper, hein. Je me suis trompé pas mal de fois. Alors, bah, non, alors, statistiquement, je me trompe pas trop pour savoir si ça fait de l'argent ou pas. Mais il y a des moments, tu vois, par exemple, sur, Stello, je m'étais trompé dans le courtier en assurance et je sais plus quelle boîte je m'étais trompé et je me rappelle que je me suis trompé. ouais. Par contre, il y a des business comme ça, il y a beaucoup de gens qui veulent créer ils se rendent pas compte, tu vois? C'est comme, ouvrir un petit bar en province, par exemple. Ouais. Ça fait 130 000 balles de chiffre d'affaires, le bar. Ouais, ouais, c'est Tu ça prends ta marge, tu as 50 000 balles, 30 000 balles de et marge encore. et encore et tu as de quoi payer un mec, Ouais. mais qui est là full time et c'est tout. Donc même s Non, ouais, il y a ça, plein de bah, trucs, c'est sûr. ouais. Ah mais le bar, moi, c'était, enfin, il y avait plein d'à côté que je voulais faire, faire venir des streamers, des trucs, faire de la pub. Enfin, aujourd'hui, ça marche vachement sur Insta et TikTok, tu vois? Enfin, il y avait l'application aussi, il y avait des trucs, enfin, il y avait plein de choses. Ouais, ah Et ouais, c'est ça que je trouve intéressant. C'est en fait, tu prends un business et derrière, tu essaies de trouver des upsides, sur comment générer plus de cash avec ce même business. Heu, donc ouais, sinon c'est quand même bien de prendre un business qui est dès de base fait de la thune et après tu vois, ouais. parce que Mais c'est pareil, tu vois? Après, pour racheter des boîtes et tout, il faut trouver un truc aussi où enfin, à mon sens, mais peut-être que là, je me trompe, tu vois? ouais, Faut trouver un secteur ou un produit ou un service dans lequel tu es un peu à l'aise. Parce que si tu te pointes et là, que tu me fais racheter une boîte de panneaux solaires et d'éoliennes, moi, j'y connais rien, tu vois? Ça va être compliqué. ouais, Je bah, fais ça comme exemple, mais ça peut heu, être n'importe quoi. alors panneaux solaires et éoliens, il y a beaucoup d'arnaques, mais Ouais, non, non, là on vient de racheter, tu vois des magasins là. ouais,
T'es sur, c'est quoi l'avenue, parce que Non, je peux pas te le dire. On peut pas le dire, on peut pas le dire. Parce que je donne les chiffres, donc soit je donne le nom. je préfère les chiffres que la localisation. Non, on rachète des. Donc, c'est une boîte, tu vois, elle fait 1,3 million de chiffre d'affaires. C'est 2 magasins. Ils font 137 à 200 000 de BE. Après, Ouais, OK. ça dépend des retraitements, tu vois. Ouais. En gros, ça va nous coûter 80 000 balles de cash. On achète le truc 240 en tout. Et ça va verser, après remboursement de l'emprunt, 80 000 de dividendes par an. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Et en fait, c'est une boîte où, en fait, C'est quoi? C'est du vêtement? C'est du je peux pas te dire, mais c'est du. Ouais, mais c'est. Alors, non, alors c'est pas du vêtement parce que je pense que je ne ferai quasiment jamais du vêtement de ma vie, tu ouais, vois. ouais. Pourtant, je me suis occupé de deals de vêtements. Dans mes seuls deals qui ont marché chez Catsib, il y avait. Du vêtement? C'était du vêtement. C'était. Merde. Merde, putain, je me rappelle le nom de. Bref, c'était un truc de vêtements. OK. Et un des seuls qui a marché à l'époque. Mais le vêtement aujourd'hui, c'est. Enfin, là, c'est. Je pense qu'il y a quelques années, pourquoi pas. Je comprends. Enfin, il y a quelques années, il n'y avait pas tout ce truc de. Tu vois. Enfin, en tout cas, moi, tu vois, il n'y avait pas Temu, machin. Ouais, J'ai- Chine, Il n'y avait pas Shein, il y avait pas des autres Primark, tout ça, c'était pas là. Quand moi je faisais du ML, il n'y avait pas ça, tu vois. d'accord. Aujourd'hui, tout le monde fait faillite, quoi. Ouais, bah, tous les épisodes. Camailleux, ça a fermé, moi, on en parlait récemment. Je crois qu'il y a Jennifer aussi dans les marques, qu'on connaissait. Café Coton, Ouais. fini, ouais. Ah ouais. Et là, je cherchais l'autre jour, je devais m'acheter des fringues pour faire des pubs, parce que j'ai pas de fringues, tu vois, j'ai que des t-shirts noirs. Et du coup, Steph m'a Ouais, dit, frère. voilà, on est habillés pareil. Il y a Steph qui m'a dit, vas-y, achète. Elle m'a envoyé, je sais pas, un pantalon Célio, tu vois. Ouais. Je suis pas allé chez Célio depuis une éternité, tu vois. Et là, j'étais là, bon, il y en a pas mal, tu vois. Je tape Célio, tu vois, j'étais vers Pigalle, je tape Célio sur Google Maps. Je me suis rendu compte, dans Paris, je sais pas, il y en a 4 ou 5 maintenant, c'est tout. Ouais. Alors qu'avant, je pense que ces boutiques-là, tu vois, comme Zara et tout, t'en avais partout. Célio, pour moi, c'est un truc qui marche bien. Ils ont réussi à se rattraper, tu vois, parce qu'ils font pas mal de collabs. Et je pense notamment aux collabs. Moi, j'adore Célio, je prends pas mal de fringues là-bas pour toutes les collabs. Parce qu'ils font pas mal de collabs, le Rick et Morty, les animés en Vogue, etc. Et je pense que ils surfent un peu justement sur ce truc-là. C'est comme Micromania. Micromania, tu vois, ils ont réussi à prendre le pli de la transformation. Plus personne n'achetait leurs jeux, etc. Mais maintenant, ils vendent des figurines, ils vendent des plaids. Moi, j'ai acheté des boîtes de rangement chez eux, des boîtes de rangement Ikea, mais avec des mangas dessus, tu vois. Voilà, mais toi, t'es la target de. Non, moi, c'est Target 2, oui, je suis la target t'es la facile. target. Mais je pense qu'il y en a plein, c'est comme ça. C'est tu viens dans le magasin, tu regardes les jeux qui sont sortis, tu les achètes pas spécialement, parce qu'aujourd'hui, toutes les consoles, elles veulent que tu achètes dans le cloud, etc. Alors, tu payes plus cher ta console pour qu'il y ait un lecteur de disque. Mais derrière, bah, en fait, tu as des figurines, tu as des pulls, tu as des t-shirts. Et en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à mon avis, je connais pas les chiffres, mais à s'entretenir, quoi. Tu vois, les boîtes qu'on a rachetées, c'est en fait le groupe qui a racheté ces boîtes-là ne voulait pas garder ces magasins. Ces activités. En fait, il y avait 2 activités. Il y avait une activité de packaging Ouais, et une activité de magasin. OK. Et ils ont acheté l'ensemble pour le packaging. OK. Et ils ont laissé le truc un peu Une très. carve-out, ouais. Ouais, et là, ils sont en train de se dire, bon, on va peut-être sortir le truc. OK. Et au début, ils en voulaient beaucoup plus cher, tu vois. Et 6 mois de négo, là. Et là, c'est signé. Et tu vois, t'as Vous étiez beaucoup à l'achat sur le deal? Il y avait de la concurrence ou pas du tout? ouais, mais pas de la concurrence sérieuse, tu vois. Ouais, parce que du coup, tu as bien baissé le prix, quoi. Ah, on a cartonné le prix. Il y a 430 000 de stock. Et on achète un truc 200, on achète 240. Bah, t'es tranquille. Bah, du coup, t'as un enjeu. Après, il faut voir si t'arrives à rendre le stock. Genre, Ah, c'est arrivé avec Play. on a revalorisé le stock. Enfin, c'était un enfer de genre comment tu regardes le stock par rapport à un truc. Et bref, tu vois, ce genre de. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Mais tu vois, une boîte comme ça, si tu prends la dette plus ses dividendes, plus Ouais, les extras. moi, j'ai un problème, tu vois, on va parler chiffres, c'est j'ai plus de cash. Là, on met un tout petit peu de cash. Ouais, bah, on met les 80 000. Mais ça, tu les trouves. Moi, j'en ai 30. Oui, mais on en parlait tout à l'heure. Non. T'as toujours des potes qui sont M&A, ils ont du cash. Tu les appelles. Utilisez vos potes. Voilà, ouais, tu fais quoi cette année? Ouais, je viens de toucher mes dividendes et tout. J'hésite à partir au ski et tout. Tu fais, attends. Sauf 10 000 balles par là. Change pas d'appart. Non, mais je pense que c'est des trucs comme ça. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que enfin, faut trouver le bon truc. Et après c'était les techniques. Tu peux après lever des fonds. Tu peux faire du crowdfunding. Tu peux faire plein de choses. Ouais. Par contre, l'enjeu, c'est généralement les gens vont prendre une participation. En gros, tu trouves une boîte. Elle vaut, je sais pas, tu as besoin de 2 millions de cash. Les mecs, ils mettent 1 million. Ils vont vouloir 50% de la boîte. C'est que la négo après. Ouais. Mais un peu compliqué. Surtout, en plus, si toi, derrière, c'est 1 million de cash te permettre d'emprunter, mais que tu n'es pas caution perso, ils risquent de te dire aux États-Unis, en tout cas en France, c'est pas trop le cas, mais aux Ouais. États-Unis, ils vont dire bon, bah en fait, tu n'es pas caution perso. Du coup, ok, tu as fait le search fund. Et ok, si tu fais de la perte, tu auras peut-être des parts, mais nous, on prend 100% de la boîte, en fait, parce Ok. que c'est grâce à notre cash, il n'y a pas Ouais. de caution perso qu'on a pu faire l'emprunt. Mais en France, c'est que de la négo. Et tu as plein de trucs à faire. Dans les boîtes à reprendre, tu en as plein où
Tu sais, moi, j'en vois tellement. Les gens, en fait, c'est dur de vendre une boîte. Tu vois, un appart, ça peut être un peu atypique, tout ce que tu veux, mais quand Ouais. ça va. Mais les boîtes, il y a plein de mecs, à part si tu veux des très belles boîtes. En gros, ça dépend ce que tu targetes. Si tu targetes des boîtes, tu vois, 5, 10 millions de chiffre d'affaires, qui font du cash, qui Ouais. tournent bien, qui sont établies, là, tu en compètes avec des buzz. Regarde les fonds, quoi. Ouais, oui, oui, clairement. T'es en Ouais. compète avec le petit fond, c'est sûr. Puis tu vas avoir des mecs qui vont ouais, t'as beaucoup plus de non, mais après, sur les boîtes, moi, ce que je pourrais trouver intéressant, c'est les SaaS aussi. Le modèle, recurring par abonnement, ça c'est, tout le monde fait ça maintenant. Après, tu as les business classiques qui sont en SaaS, tu vois, genre les courtiers en assurance, tout ça. Et je me pose des questions avec l'IA sur l'évolution des petits SaaS en ligne. Je me demande si l'IA assez vite va permettre, tu vois, en fait, ça va te débunker. C'était comme, tu vois, moi, quand j'ai commencé à faire des sites internet, on codait tout, Ouais, tout. ouais, Et après, il y a eu les frameworks, il y a eu les trucs déjà installés, puis après, il y a eu WordPress, il y a eu tout ça. truc tout Oui, fait. truc tout fait. Et là, j'ai l'impression que, tu vois, les SaaS, enfin, le chat GPT va te permettre de faire des SaaS sans avoir, enfin, tu vois, ça va enlever la barrière. Des histoires folles, de mecs, je sais pas si tu connais Cal AI? C'était- Cal AI, ouais, Ouais, tu vois? ouais. Bah, c'est 2 jeunes qui ont fait ça, alors, moi j'aime bien parce que souvent on oublie de dire qu'il y en a quand même un des 2 qui savait coder correctement. Et en fait, c'est surtout, ça t'aide à faire des petits logiciels et derrière, c'est la plupart des solopreneurs comme ça qui arrivent bien à réussir, ce qu'on remarque tous, c'est qu'ils ont une stratégie sur les réseaux sociaux qui est gagnante, en fait. Ils sont sur TikTok, sur Insta, ils buzzent, derrière les gens téléchargent leurs produits, ils s'abonnent et en fait, les abonnements, on en a tous qui traînent et en fait, c'est ça et derrière, tu oublies si c'est des petits trucs à 3 4 € et en fait, si tu amasses toi, avec ton petit logiciel, un peu de cash, quoi. Attends, je vois l'optique de ton app, si c'est ça, Non, absolument pas. ah, Alors, voilà. ce sera enfin on va Ce sera 300 € par mois. Bien, c'est bien. non, non, transformer en justement sur ce marché-là, je pense que c'est trop compliqué au début. Ouais, on va le tenter, mais de faire par un système d'abonnement. À mon avis, c'est trop compliqué. En fait, tu peux le faire, tu peux le proposer, si enfin, tu vois, tout marche à la commission. Airbnb, Booking et cetera. Tu en as quelques-uns, je crois, ils disent: «Tu paies un frais fixe, mensuel, annuel même». Je crois que c'est Abritel où tu peux payer un frais fixe annuel et tu as un petit abonnement qui traîne. Ils ont sorti Abritel. À un moment, ils ont essayé de devenir à fond. Ouais, Heu, mais quand j'ai essayé de mettre mon logement, il y a pas grand-chose, quoi. Il se passe pas grand-chose. ils je pense qu'ils ont mis beaucoup de thunes, mais ça devait être il y a 5 Ouais. ans. Ils ont essayé de closer plein de trucs. Ils ont pas réussi à leur rentrer sur le marché. Il y avait déjà Booking et Airbnb Ouais, il y qui a se sont fait Booking sortir. Airbnb, je crois, il y a Vrbo qui essaye aussi, canadien. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est compliqué, en fait, de faire autre chose que de la commission. Très cool. Je Ouais, te remercie. bah, écoute, avec plaisir. Est-ce que tu veux redonner quelque chose? Donc tu avais donné ton nom. Tu peux le redonner si on veut te trouver sur Ouais, donc Dimitri Levasseur-Stepanova, sur LinkedIn, ouais. faut que je change ma photo, elle est affreuse, en plus, costard cravate. Je vais essayer de mettre un truc un peu plus, start-up. Et après, bah, sur les réseaux sociaux, pour l'instant, j'ai pas encore créé de compte, mais j'ai déjà le pseudo. Ça sera Boris-Sanchez. Enfin, je sais même pas, j'ai même pas regardé s'il est pris ou pas. OK, bon, bah, allez voir si c'est si c'est bien toi. Bah, encore merci. Avec plaisir. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur le podcast, un petit commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer aussi sur LinkedIn. Je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Laura, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.